Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, donc la deuxième partie, nouvel épisode de notre podcast La Horde Sauvage, traitant de cinéma. Donc deuxième partie de notre diptyque sur les films intimistes. On avait parlé de Garde à vue, présenté par Bertrand, et ensuite de Drive, présenté par Mickaël. Et donc là, ça va être notre tour, mon copain David, et moi-même Quentin, de vous présenter. Donc, tour à tour, ça va être le Narcisse Noir. Le Narcisse Noir, ouais. Ça. Et moi, ensuite, je vous présenterai les Banshees, d'Inisherin. C'est joliment dit. C'est beau. Ça m'émeut. Oh la vache. Inisherin. J'ai pas vu le film. L'accent irlandais, c'est un peu un enfer. Je me suis regardé sur la prononciation parce que c'est assez habitable, les noms celtiques et gaéliques. Ah ouais, puis faut pas regarder les noms des personnages du film. Enfin, on parlerait comme ça. Ils ont des noms. Alors la prononciation quand ils le disent, t'es là. Oh bon, en fait c'est 26 lettres prononcées en 2 syllabes, donc ça va. Mais en fait, à l'écrire c'est l'enfer. Bref, on en parlera tout à l'heure. Mais bienvenue à vous et bonjour bonjour à tous. Oui, du coup l'équipe est encore au complet, tous les quatre. Voilà, bonjour. Enregistré après le premier épisode, mais pour vous c'est du nouveau. Donc voilà. Bonjour à vous, bonjour les copains et voilà. On peut partir, je pense. Et bah go. Un petit mot de la part de toute la bande, du coup, de la bande de la Horde Sauvage, pour remercier notre partenaire, les CGR de Châteauroux, et puis, alors avec qui je présente régulièrement des films dans le cadre des plans cultes, séries de films autour d'un même thème, tous les 2 mois, grosso modo, il y a un cycle au CGR. Je présente donc régulièrement un film, et puis également j'interviens sur Radio Ballistique, format respecté, l'émission consacrée au cinéma, avec Antoine Royer. Donc voilà, c'est entre guillemets les partenaires de la Horde Sauvage. N'hésitez pas à aller jeter une oreille ou à venir nous voir. Je suis parfois accompagné de certains membres de l'équipe d'ailleurs au CGR qui sont présents dans la salle. Ça peut être l'occasion d'échanger. Donc voilà, on n'oublie pas tous ces supports-là en parallèle de la Horde Sauvage. Alors donc, comme dans le numéro précédent, on va commencer avec un film qui date un peu. Alors là, qui date vraiment, hein, ça va être de tout le groupe de films le plus ancien, et puis on reviendra dans le temps, quelque chose de très proche avec le tien, hein, Quentin. Donc le Narcisse Noir est de 1947, film de 1947, film anglais de Michael Powell et Mike Pressburger. Alors il est un peu important, je pense, pour comprendre 2-3 trucs sur ce film, de savoir comment fonctionnait ce duo un peu atypique, parce que Powell a réalisé des films sans Pressburger, mais associé à lui, il a vraiment eu une œuvre portée sur une esthétique très poussée, des films assez ambitieux pour l'époque. Ils en ont tourné une vingtaine à peu près ensemble. Ils ont même fondé d'ailleurs une boîte de prod qui s'appelle The Archers, les archers en français. D'ailleurs, en logo au début des films, on voit cette espèce de cible avec une flèche qui vient se planter dedans. Hein, ça existe encore aujourd'hui, ça. Je sais pas. Ça me fait penser à un logo animé que j'ai pu voir. Ah oui, il y a un logo, oui, exact. C'est un logo avec un personnage de profil qui tire, une dame qui est en robe, là, le logo est un peu doré et elle tire dans des espèces de haches, là. Ouais, ça me parle. Oui, ça traverse quelque chose. Oui, non, alors c'est pas le même. Mais je pense que ça a plus rien à voir. Je pense pas. Je pense pas. Donc ils avaient déjà fait quelques films ensemble avant le Narcisse Noir. Ils en font évidemment d'autres après parce que bon, ils étaient quand même assez productifs, hein, les deux pépères. Powell réalisera évidemment bien plus tard un film qu'on a souvent comparé à l'œuvre d'Hitchcock, Le Voyeur. Alors Le Voyeur, je pense que pour les cinéphiles ça parle forcément, et peut-être même pour un public plus large. C'est un film un peu emblématique qui a dû ressortir en plus en physique il y a pas très très longtemps. Eh bien, je t'avoue que moi ça me parle pas. Le Voyeur? Non, ouais. Je l'ai pas vu. Faut voir Le Voyeur. C'est un film très souvent, c'est comme dire, film très souvent cité par beaucoup, que ce soit des cinéastes, des cinéphiles, c'est un film un peu référence. D'accord. On va dire, hein. Okay. C'est vraiment, d'accord. D'accord, un peu fondateur, donc le Narcisse Noir, lui, alors lui est vraiment atypique, hein, par contre. C'est vraiment un film qui va pas être forcément facile de catégoriser, de pitcher, même si on va le faire, hein, bien sûr. Pas facile d'accès. Déjà, la première chose que tu dis qui est pas facile à catégoriser, c'est quelque chose que j'aime bien et qu'on reviendra dessus. Voilà, parce que c'est... Là, on peut revenir sur peut-être la notion d'intimiste. Alors oui, de toute façon, ça va venir avec le pitch, en fait. C'est...
pitchons le film. Donc c'est adapté d'un roman, un roman de Rumer Gonen, qui avait le même nom, je crois, Black Narcissus en anglais, et donc qui raconte l'histoire d'un groupe de nonnes. Alors elles sont 5 de mémoire dans le film, un groupe de nonnes qui va venir s'installer dans une espèce de monastère. Enfin, ça, en tout cas, ça a l'aspect d'un monastère. Une amasserie, quelque chose comme ça. Une amasserie paumée un petit peu, alors en plein Himalaya, voilà. au sommet d'un mont, etc. On est vraiment, d'ailleurs, il y a une falaise, il y a un gouffre qui occupe la moitié du terrain autour de ce monastère. Lieu vraiment isolé, reculé. D'ailleurs, on sent ce côté reculé dès le début du film quand les sœurs y arrivent. Et puis la façon dont c'est mis en scène, de toute façon, cet isolement est vraiment assez flagrant. D'ailleurs, alors je voulais le placer après, mais du moment que les infos passent, peu importe l'ordre, il est assez intéressant de voir la manière dont l'isolement du lieu est mis en scène, et on pourrait faire un parallèle avec un certain Shining de Kubrick. Et ce qui est intéressant de voir quand même dans le Narcisse Noir, si je fais le parallèle, c'est pas innocent, c'est de voir dans quelle mesure, vu que le film joue un petit peu avec son ambiance, intimiste pour le coup, on va revenir aussi là-dessus, dans quelle mesure ce lieu un petit peu étrange, un petit peu reculé, joue sur la psyché des personnages, parce que la plupart des sœurs, et même des personnages qui gravitent un peu autour d'elles d'ailleurs pendant le film, la plupart des sœurs vont voir leur destin un petit peu transformé, leur fonctionnement évoluer en bien ou moins bien, en vivant dans ce décor. Donc je trouve c'est un truc, on n'est pas dans un film fantastique, je le disais tout à l'heure, que le film n'était pas facile à catégoriser, ce n'est pas un film fantastique, mais il y a quand même plusieurs éléments qui, à divers moments dans le film, y ramènent. J'y reviendrai entre autres avec le dénouement. Redisons-le ici, on l'avait dit dans le numéro précédent du podcast, spoiler. On va spoiler. Voilà, c'est très probable que nous spoilions. Je te le dis comme ça à chaque fois. J'adorais. Donc une fois et on le mettra. Voilà, ça fera une petite pastille. On fera un petit insert. Donc non, c'est ce qui est vraiment important. Voilà, c'est pas un film fantastique, mais l'atmosphère qui se dégage du film peut régulièrement y faire penser. Voilà. Entre autres. Et d'ailleurs, dans son refus de montrer directement du fantastique, là encore, le lien avec Shining de Kubrick pourrait se faire. Donc, ces sœurs arrivent dans ce monastère, dans ce lieu un petit peu abandonné, qui a servi probablement de harem dans le passé, oui, etc. ça veut dire que le côté monastère est relativement ténu pour le coup. Oui, c'est vraiment le lieu où l'ancêtre ou je ne sais plus qui du dirigeant local actuel entretenait son harem. Voilà, et d'ailleurs le décor, voilà les peintures, la pièce avec l'espèce de petit bassin en 47, des peintures comme ça. Ouais, et ça passe crème. Ça passe méga crème. Oui, alors c'est très important. Ce film-là, comme je le disais à Michael en off dans une discussion qu'on a eue avant d'enregistrer les podcasts de cette série, il y a deux choses importantes à savoir, c'est que le film a été tourné quasiment intégralement en studio, à quelques plans près. Donc il n'est pas question d'Himalaya, de décors réels, perchés au milieu de nulle part, de gouffres, de précipices. Non, c'est du studio. Je tiens quand même à le souligner parce que quand on voit le film, c'est pas flagrant. Et le film est 1947. Et de par la modernité de la mise en scène, de par certains plans, de par l'image, ça, je pense qu'on va y revenir un paquet de fois, mais l'esthétique du film, je pense que faut quand même bien replacer le truc dans son contexte. En 47, j'imagine le choc que ça a dû être de voir un film comme ça. Parce que c'était quand même pas très courant. Non. Enfin, de travailler son image comme ça, de mettre un tel accent sur parfois des éléments, alors, entre guillemets, insignifiants du décor, etc., voilà, il y a une série de plans dans le film qui sont juste à tomber par terre. Voilà, donc on va suivre l'évolution de ces sœurs dans ce décor. Il y a un homme un petit peu macho sur les bords, etc., qui va venir, Monsieur Dean, qui vient alors joué par David Farrar. Alors pas forcément un grand acteur, mais qui a une espèce de présence. Alors moi, il me fait penser, sans lui ressembler franchement, un peu à Anthony Quinn. Anthony Quinn jeune. C'est pas lui que j'aurais pensé en premier. Il y a un petit côté Anthony Quinn, alors une présence plus discrète,
plus discrète qu'Anthony Quinn comme présence. Il a une voix moins. T'as un moins exemple de imposante. film avec Anthony Quinn? Bah oui, mais moi je vais vous citer des choses plus récentes. Non, puis encore, je suis pas sûr. Il avait un rôle assez important dans Revenge de Tony Scott avec Kevin Costner, mais voilà. Moi j'ai vu un Revenge, mais c'était pas celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Ah non, Donc non, c'est- c'est pas celui-là. Donc bref, bon, enfin voilà. De toute façon, c'est pas important. Moi, c'est vraiment, c'est qu'en revoyant le film, je me suis dit, ah, David Farrar, il me fait penser à Ouais, Anthony il a Quinn. la gueule des acteurs de l'époque. Hein. Oui, Pour oui, moi, oui, il tout a- à fait. Mais il a un regard assez perçant. Il a Oui, puis il a une tronche expressive. Il dégage quelque chose, il ce a un gars-là. truc propre, peu que c'était très très normé le jeu d'acteur jusqu'à Oui. cette époque-là. Le passage de la Seconde Guerre mondiale a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière de tout ça, mais c'était très très normé. Le tel jeu, ça se jouait, enfin telle émotion, ça se jouait comme ça, et souvent tous les acteurs le jouaient pareil. Et lui, il arrive quand même déjà à se distinguer, je trouve. Oui. Il a des postures qui sont moins académiques. Ouais, puis même son personnage l'est. Oui, Son personnage en plus. est en dehors un peu des codes et il est un Oui, peu, oui, il il est en bouleverse un peu. Voilà, et, il est en dehors de tout, en plus. Bah, de tout, mais comme beaucoup de choses dans le film, Oui. parce que c'est quand même, on va revenir là-dessus, mais les sœurs. Alors, il y a des personnages plus importants que d'autres dans le groupe de sœurs. Bon, il y en a deux particulièrement importantes. Celle, évidemment, la principale, jouée par Deborah Kerr, et puis qui dirige un petit peu l'équipe de nonnes. Et puis il y a C'est la celle mère jouée par supérieure du... voilà, de la paroisse, qui Sûr, c'est ça. ouais. Et Kathleen Byron, donc, qui elle, alors elle aussi va voir son destin transformé par Mais le qui est lieu. déjà décrite comme une renégade de toute façon dès le départ. Oui, de toute façon. Et puis, et elle le joue comme ça. Ah oui. Elle le joue comme ça. Donc, ces deux personnages-là vont être un petit peu les pivots et vont être un petit peu les principales rivales, non seulement vis-à-vis du personnage de David Farrar, Oui. parce que alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de triangle, alors qu'on pourrait qualifier de triangle amoureux, mais qui n'en est pas un. Non. Mais il y a un triangle, alors, même sentimental, le terme est... Il y a un triangle sentimental qui se constitue entre les deux sœurs et le personnage masculin principal joué par Farrar, mais où jamais rien ne se concrétise. Bon. Puisque on peut ressentir une attirance de certains vis-à-vis d'autres, mais qui ne sont pas exprimés, et la seule qui exprime clairement ses sentiments, le personnage de Kathleen Byron, en fin de parcours, de toute façon, va se heurter à un mur, puisque David Farrar, lui, Monsieur Dean, coupera court à son élan. Ah oui, c'est un sacré mur. Hein. Et, Putain, la et puis, vache. oui, la scène est assez violente. Il la ménage pas. Hein. Il la jette, littéralement. Je pense qu'il aurait fait pareil si ça avait été Du l'autre, coup, d'ailleurs. quand elle s'énerve... Je suis pas sûr. Avec Deborah Kerr, je suis pas sûr. Mais il est quand même suggéré, même si, alors après, quelles étaient les intentions à la fois du script et puis de Powell et Pressburger en termes de mise en scène, mais je suis pas certain qu'il n'y ait pas quelque chose entre Deborah Kerr et David Farrar. Pour moi, il les traitait de façon égale, parce qu'elles avaient le même type de réaction, c'est en douceur, et hop, il a une phrase, a priori malheureuse, et plaf, ça se ferme. Ouais, mais là, ça évolue avec Mais Deborah ça marche Kerr. dans les deux sens. À Ça la marche dans les deux fin, sens. avec Deborah Kerr, il y a des trucs un petit peu plus compliqués, je trouve. C'est plus Je subtil. l'ai vu qu'une fois, hein. Tu l'as découvert pour l'occasion là? Absolument. D'accord, ok. Voilà, donc, alors, dans les éléments techniques, pour l'équipe, alors on a dit Powell, Pressburger, donc à la mise en scène. Du coup, Quentin. excuse-moi. Dis-moi. Vas-y, je t'en prie. Quand tu parlais du pitch, je sais plus si, peut-être que j'ai mal écouté, mais est-ce que t'as parlé un peu du concept finalement du film, qui est un peu cette idée que l'environnement, s'il devait y avoir un méchant dans ce film, ce serait un peu l'environnement lui-même, Ben, c'est un peu ce que je l'ai suggéré lointainement, mais oui, en disant, Voilà. tu sais, en comparant le film à Shining, en disant que c'était peut-être le lieu, s'il devait y avoir un élément perturbateur dans l'histoire, je crois que c'est le lieu lui-même. Oui, voilà, c'est ça. C'est le côté inadaptation, ou, oui, adaptation impossible au lieu. D'ailleurs, je voulais y venir parce que, alors, il y a un double problème d'adaptation des sœurs. Elles vont très loin de leur pays d'origine. Même si elles sont déjà à Calcutta. Elles sont à Calcutta à la base, mais Calcutta, en Inde, colonie anglaise, etc. On va dire qu'elles étaient dans un environnement peut-être plus, à la fois moins hostile et plus familier, Oui, parce puis que civilisé, tradition historique oblige. Enfin, civilisé. Là- Civilisé à l'anglaise, voilà, merci. Voilà. Là, prête pas les mots. paumé au sein de l'Himalaya, il y a un côté adaptation impossible. Et alors, en plus, les mœurs, tout ce qui est mœurs, coutumes locales, elles vont également assez mal s'y adapter. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'autochtones qui gravitent autour du groupe de sœurs,
Et le film, c'est aussi ça, c'est aussi une transposition de l'antagonisme Orient-Occident, pays, alors civilisé, je mets des guillemets, hein, pays civilisé et pays reculé, paumé, comme c'est le cas là, de l'endroit où elles vont. Et il y a ce contraste absolu et le fait qu'elles sont d'autant plus perdues et ont du mal à se faire aux choses que elles sont dans l'inconnu en fait. Elles veulent pas du tout s'adapter. Elles veulent que ça soit eux qui s'adaptent à... Exactement. C'est un petit peu toujours ce qui s'est passé avec l'Occident, qui voilà. veut bouffer les terres. Alors là, on va faire pousser ça, là, ça va faire ça, là, on va faire ça. C'est ça. Et en fait, il y a rien qui se passe comme là. En tout cas, c'est un film sur l'échec. Ouais. C'est qu'en fait, on arrive en fin de parcours. La sœur principale jouée par Deborah Kerr n'a pas réussi à remplir sa mission comme elle aurait dû. Le personnage de Kathleen Byron finit encore moins bien. Le personnage de Monsieur Dean, David Farrar, ce personnage-là, alors qui est très étrange dans la façon dont il est traité. S'il avait un but dans tout ça, alors est-ce que son but c'était que les sœurs, il leur dit d'ailleurs aux sœurs quand elles arrivent pour s'installer, il leur dit vous tiendrez pas jusqu'aux saisons des pluies. D'ailleurs le film se termine avec les pluies qui arrivent, etc. Mais le caractère prophétique de ce qu'il dit, trouve une application dans le film. Alors, mais est-ce que c'était vraiment son but d'avoir raison? On sait pas bien. Peut-être au début, peut-être moins à la fin. La Bertrand, je suis plus. Je pense que c'est plus ambigu que ce que tu penses. Avec la petite mémine. Moi je pense qu'il y a enfin je sais pas, Quentin, tu t'es pas exprimé sur le rapport Deborah Kerr, David Farrar. Toi, si tu devais l'interpréter, toi, d'après ce que tu as vu que c'est pas dit, toi, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu quelque chose de possible entre les deux, ou est-ce que c'est comme avec Kathleen Byron, Farrar aurait, le monsieur il aurait poussé de façon assez brutale, mais je crois qu'il aurait pas été au-delà, parce qu'il y a le truc de moi je suis plutôt là-dessus, et même pour elle, par rapport en plus à son passé qui ressurgit pendant le film, pendant sous forme de flashback, au personnage principal, je pense qu'elle se retient parce que elle est dans cette dualité de elle le trouve horrible, elle le trouve détestable, mal poli, mais etc. Tout le temps, je crois. Mais pas tout le temps. Voilà. Et il y a une partie d'elle qui a envie d'apprécier ce côté un peu bad guy, donc un peu cliché, mais au final c'est son devoir de non prend le dessus quand même, et mais on sent qu'il y a une espèce de sentiment inavoué qu'ils veulent même pas avouer, parce que c'est même pas comme si ça pourrait servir à quelque chose, à part juste leur faire du mal. C'est pas comme si ils préféraient taire quelque chose qui pourrait naître. Ils préfèrent taire quelque chose qui ne naîtra pas. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens personnellement. Voilà. D'accord. Donc, on le disait, là, on parle de l'aspect possiblement sentimental du film qui n'est pas exprimé, mais je le disais tout à l'heure, c'est un film très difficile à classer. J'ai évoqué le côté fantastique, mais qui n'est vraiment pas, qui est juste suggéré dans le traitement, mais qui n'est évidemment pas avéré dans l'histoire. Ce n'est pas un film fantastique. Ça pourrait être un film sentimental, ça n'est pas complètement un. Ça pourrait parfois être un polar, dans le traitement de certaines séquences, dans le traitement parfois du suspense. Ça n'est absolument pas. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de mort, il n'y a pas il n'y a pas de meurtrier, il n'y a pas voilà. Ça pourrait être un film d'aventure. Quand Kathleen Byron se rend dans la maison du personnage de Monsieur Dean, plutôt vers la fin, elle traverse, on la voit brièvement traverser un petit peu une forêt tropicale, etc., une forêt de bambou. Ça fait très imagerie du film d'aventure des années 50-60. Le film est de 47, encore une fois. Donc un peu en avance. Mais c'est pas un film d'aventure non plus. C'est voilà, on n'est jamais complètement dans un genre avec le film. J'attendais un genre que tu n'as pas cité. Alors vas-y. Moi, je trouve que le film a un peu des codes de film d'horreur, un peu. Ah mais si, je vais y venir. Oh là là, mais bien sûr que si. Bien sûr. Mais c'est partie des choses que j'ai le plus aimé dans le film. Cette façon d'être sans l'être vraiment. Oui. Parce que déjà, j'ai une question que peut-être t'allais y venir et tout, mais juste comme ça. Donc nous est-ce que l'un de nous a déjà eu un peu peur devant le film? Parce que vers la fin du film, le film devient un peu il y a quand même un danger, voilà, et la façon de le filmer le montre. Mais est-ce que l'un de nous a ressenti une véritable... Il y a une apparition. Alors moi même les pires saloperies au cinéma me font les pires trucs de suspense, de machin me font. Je peux être pris par le suspense, j'ai jamais la trouille devant un film. Par contre, il y a un plan impressionnant, mais du coup on va y venir, il fallait le placer à un moment donné, donc on y vient. L'apparition de Kathleen Byron, elle est revenue de chez Monsieur Dean, elle s'est pris la gamelle qu'on sait,
dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'elle s'évanouit. Oui. Lorsqu'elle revient avec un maquillage complètement à la fois blafard, les yeux soulignés, quand elle ouvre cette porte, qu'elle apparaît dans l'encadrement de la porte, c'est une apparition de... C'est du vampire. C'est une apparition de film d'horreur. C'est le premier plan où elle est changée d'habit en plus. C'est ça. Où elle n'est plus habillée en... Non, c'était avant ça. Oui, non, pardon, excuse-moi. Alors non, parce que ça, parce qu'elle arrive en robe rouge chez Monsieur Dean. Oui, voilà. c'est ça. Ouais. Là, elle a rechangé de forme. Il n'y en a plus cette robe, je ne crois pas. Cette apparition. Si, parce qu'elle revient juste, et en fait, ça... Elle revient chez Monsieur... voilà, c'est la suite. Donc, elle s'est pris la gamelle qu'on sait, etc. Elle revient, elle en a après, du coup, le personnage de Deborah Kerr. Donc elle ouvre cette porte et là l'apparition, d'ailleurs le plan est connu, hein, le photogramme on le trouve régulièrement sur Google, sur Internet, etc. Là elle fout les jetons. Là elle a un maquillage, elle a un regard, là c'est clairement une meurtrière en puissance, c'est carrément un fantôme en puissance. T'as souligné le mot vampire, Mika. Enfin on pourrait brasser toute la mythologie fantastique, spectre aussi, ce qu'on veut. Okay. Et là, on est dans du film, on est dans une imagerie fantastique. C'est pour ça que le fantastique, on peut pas l'évacuer. Ce n'est pas un film fantastique, mais il y a une imagerie, il y a un traitement de ce récit qui fait qu'on pourrait facilement y basculer. Le final, qui est très Hitchcockien d'ailleurs, hein, au bord du précipice, etc., sous cette fameuse cloche que Deborah Kerr s'apprête à faire sonner. On pense à Vertigo, sauf que le film est sorti 10 ans plus tôt, Narcisse Noir, puisque Vertigo c'est 58. Donc là encore, Powell et Pressburger ont un peu d'avance. Alors est-ce que Hitchcock a pensé au final du Narcisse Noir? Ça n'a rien d'impossible, parce que Hitchcock voyait énormément de films de son côté. Toujours est-il que, en plus du suspense, oui, il y a un côté horrifique dans ce final. Ouais, je trouve que c'est assez présent dans tout le long, même. Ça dépend des plans. C'est pas en noir et blanc, du coup. Mais... Oui, voilà. Bertrand nous fait voir. Bon, c'est pas facile, hein. C'est quand c'est juste avec le son, vous nous entendez, vous ne voyez pas. Mais voilà, Bertrand nous partage l'image de quelqu'un. Elle est revenue en noir, du coup. Donc elle n'a plus la robe rouge. C'est bien ce qui me semblait. Mais oui, parce que la robe rouge aurait tranché. La robe rouge aurait tranché sur le maquillage utilisé pour la rendre blafarde comme ça. Ouais, donc du coup elle a fait venir 2 robes. Parce que du coup là il y a une incohérence un peu. Parce qu'elle dit qu'elle a fait venir quelque chose, elle récupère le colis dans les bras du gamin. Dans les bras du gamin, elle a dit j'ai fait venir ça et c'est à moi. Là, il y a la nonne... est-ce que c'est pas un élément fantastique? Est-ce que la robe n'a pas changé de couleur? Alors là, on peut s'amuser à extrapoler. Là, je suis pas spécialement bien aimé. Enfin, il m'indiffère un peu ce film. Voilà, moi, ça me mais on en recausera. Ça me sidère. Non, c'est qu'il y a des points qu'on va, enfin voilà, des. Non, mais il y a des choses curieuses. Moi, il m'indiffère. Moi, je suis dans la curiosité du truc de. Alors, honnêtement, je vais t'amener des éléments et réponds-moi. Alors, on va y répondre. Mais alors déjà, je vais te dire un truc, moi. Esthétiquement, l'histoire, t'as pas touché, etc. Ok, je veux bien. Le film est de 1947. Tu l'as vu dans de bonnes conditions, t'as vu le Blu-ray. Ouais. À aucun moment tu t'es dit... Merci Carlotta, effectivement. Très belle édition, avec des bonus d'ailleurs très intéressants sur la jeunesse du film, etc. Je crois qu'il y a Jack Cardiff, alors lui, on va en parler d'ailleurs de Jack Cardiff. Grand directeur de la photo pour beaucoup de films. Qui a travaillé d'ailleurs entre parenthèses avec Hitchcock sur Les Amants du Capricorne entre autres. Bref, tu t'es pas à aucun moment, le film est 1947, à aucun moment tu t'es dit oh putain, pour 1947 quand même l'image, on dirait pas que c'est si vieux. Alors au niveau de l'image, vieux n'étant pas péjoratif venant de moi. Oui. Non mais l'image, ok, mais en fait moi c'est l'histoire ne m'a pas intéressé pour un sou. Les jeux des acteurs, mis à part l'acteur qui fait Monsieur Dean. Que dalle, ça m'a pas touché. Il y a pourtant pas beaucoup de temps mort parce qu'il se passe pas grand chose et en même temps il y a pas de temps mort. C'est juste que ça m'intéresse pas. Et puis aussi, alors ça vient aussi du fait que j'ai regardé Drive juste avant, 1 heure avant, et que j'ai enchaîné avec le Narcisse Noir. Je pense que ça peut jouer aussi sur mon avis. Oui, sachant que les 2 films ont beaucoup de points communs. Oui, ce sont des films intimistes. Oui, en dehors de ça, c'est voilà. Non mais c'est toujours compliqué le surjeu. Ouais. Oui, mais enfin bon. Mais la façon de jouer en 1947 n'était pas la même qu'en 2011. Moi, quand je m'agace, je secoue pas la tête.
Oui, alors, regarde pas de film vieux. mais ouais, mais c'est ce souci. Ah non, mais moi, je sais que c'est imposé. C'est un truc récurrent, c'est un truc bien avant. Et puis on va en reparler on va en reparler dans d'autres, je pense. Moi, j'ai un gros problème avec les jeux d'acteurs. Ouais, mais d'où l'intérêt d'en regarder. Alors, je dis pas qu'il faut que t'en bouffes tous les jours, mais d'où l'intérêt d'en regarder quelques-uns, parce que l'habitude viendra aussi du fait d'en voir, parce que évidemment qu'un film de 1947 n'est pas tourné, n'est pas joué de la même manière qu'un film d'aujourd'hui. Ça, c'est évident. Mais le Narcissoir, on peut être indifférent. Moi, j'ai lu dans certains dicos de cinéma, choses comme ça. Je crois que c'est comment il s'appelle, Jacques Lourcel, dans son dictionnaire des films, qui est pas dithyrambique sur le scénario lui-même. Mais justement, il souligne quand même dans la suite, je peux pas le citer, hein, j'ai pas le truc sous le nez, mais dans la suite de son analyse, c'est ce qu'il dit, qu'il y a quand même tellement d'éléments importants et traités de manière quand même absolument incroyable dans le film. Je sais pas si je vais pas dire une connerie ou pas, mais les paysages, c'est de la peinture. Oui, des matte painting, oui. Voilà, il y a aussi c'est quand même beau, nom d'un chien. Enfin, oui, c'est quand même furieusement beau. Alors, moi, et puis je tiens à dire, je parle de l'histoire. Moi, oui, mais du coup, je vois, ça va. Moi, ça m'arrive régulièrement, et ça m'arrive vraiment régulièrement. Le jeu des acteurs, tu vois. Des films dont l'histoire me touche pas, mais si le film est chouette, alors ça n'en fait pas un chef-d'œuvre. Pour autant, le film en question, s'il y a que l'image qui me, mais moi, j'arrive à être happé par des films dont je me fous un peu de l'histoire. Mais par contre, il me rattrape avec l'esthétique, avec l'ambiance, parce qu'on parle beaucoup d'ambiance et d'image depuis tout à l'heure pour le Narcissoir, et c'est quand même des éléments incontournables du film. C'est sûr que tu retires ça, là, c'est plus compliqué de défendre le film. Mais si moi, c'est pas mon scénario préféré, je lui aurais pas donné l'Oscar du meilleur scénario, d'ailleurs il l'a pas eu. Par contre, il a eu l'Oscar de la photo. Tiens. Oui. Il a eu l'Oscar de la direction artistique. Tiens, le décor. Voilà. Bon, en même temps, je pense qu'il y avait pas beaucoup de films sortis la même année qui arrivaient à ce niveau-là, ça c'est sûr. Oui, non, moi, juste mon avis sur je pense que c'est l'un des films les plus beaux que j'ai vu de ma vie. Et surtout de c'est difficile de comparer à un film, je sais pas, un film des années 2010. Mais tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Évidemment. Il y a pas longtemps, on en parlait. On parlait de l'esthétique de Drive dans les numéros précédents de notre podcast. Mais on peut pas comparer l'esthétique de Drive et celle de Narcissoir, puis ça n'a rien à voir. Puis en plus, c'est un film qui est très joli, mais qui joue différemment, alors que tu vois, c'est un film dont on parle dans nos discussions depuis plusieurs années. J'ai enfin vu Crimson Peak il y a quelques semaines. C'est trop bien, de Del Toro, un film dont on parlera peut-être un jour et tout. Voilà, qui est un peu décrié pour son scénario, entre guillemets, pas forcément simpliste, mais voilà. Mais voilà, je crois pas que ce soit son point fort non plus. C'est très bien que tu parles de Crimson Peak, parce que je crois que ça relève du même truc. Crimson Peak, moi, c'est pas forcément, mais il joue pas mal dans le Narcissoir, c'est ça le problème. Putain, merci. Voilà. Le souci, il est là. Le Crimson Peak, c'est le même truc. Moi, c'est pas forcément mon scénario préféré dans la filmo de Del Toro. Je pense même pas c'est sûr que non. Par contre, je suradore le film. J'ai un amour inconsidéré pour ce film à cause de son ambiance et de son esthétique. Moi, Crimson Peak, je le tiens pour un des plus beaux films que j'ai vus. Et pourtant, Dieu sait que j'en bouffe des films, de nous quatre, je pense que j'ai la palme. Et franchement, Crimson Peak, c'est sublimissime. Et le Narcissoir, toute proportion gardée, pour un film de 47, avec les moyens qui étaient ceux du cinéma de l'époque, la vache. Quentin l'a dit, c'est un des plus beaux films qu'il y a eu. Moi, je crois que dans le film, pour reprendre l'expression du forum de DVD classique, du cinéma naphthaliné, dans le cinéma naphthaliné, je crois que le film ancien, les films qui datent, le cinéma d'antan, voilà, sans donner de date précise. Dans le cinéma d'antan, moi je pense que c'est un des maîtres étalons du cinéma de cette époque. C'est vrai que là, comme ça, de tête, c'est pas facile de citer beaucoup de films, voilà. Mais oui, et Jack Cardiff a pourtant fait des très belles choses. Moi, Jack Cardiff, il a magnifiquement photographié un film pas forcément très important, mais vous connaissez tous mon amour pour Marilyn Monroe. Il a photographié Marilyn comme peut-être elle n'a jamais été photographiée dans le film de Laurence Olivier, Le Prince et la Danseuse. Une dizaine d'années après, on est dans les années 50. Il a fait une photo sur ce film-là. Alors le film, c'est un pur film de studio, pur film d'intérieur, rien à voir en termes d'esthétique, enfin d'histoire, de contenu avec le Narcissoir. Mais Jack Cardiff, c'est un surdoué tous les cinéphiles ont le nom de Jack Cardiff en tête pour citer des grands noms de chef-op de cette époque-là. Il a fait un travail monstrueux sur plein de films, ce type-là. Et alors là, il s'est surpassé sur le Narcissoir. Oui, peut-être qu'on peut revenir un peu en détail plus, quand même, genre, je sais pas, pourquoi c'est beau, quoi. Alors pourquoi c'est beau, quoi. Alors, donc déjà. Les gens qui l'ont vu, quoi. Les fameuses peintures.
Moi, je trouve qu'il y a un rendu des peintures souvent dans les vieux films. Alors moi, c'est un truc qui me choque pas. Bon, je pense que Mika, toi, ça te gênerait. Souvent dans les films anciens, on voit des peintures, il y a des décors, le décor au loin, on se rend compte qu'il est pas là le décor, on se rend compte que c'est une peinture. Ça peut être joli, ça peut être joliment photographié, ça fait décor. Encore une fois, dans je le tiens à narcisse souligner noir, que c'est pas l'esthétique qui m'a gêné. mais oui, mais pourquoi ça ne rattrape pas le reste? Pourquoi le film t'a indifféré? Ce qui peut se défendre, je peux pas batailler contre ça, je vais pas te dire tu as tort de penser ça. Mais comment le reste n'a pas pu rattraper un peu ça? C'est par exemple si parce que c'est tellement beau, mon Dieu. Ça va être je vais tirer les traits très fort en disant oui. Tu prends une coquille vide d'escargot, tu la peinturlure de la meilleure des manières, ça restera une coquille vide. Ah ouais, mais enfin le film n'est pas vide non plus. Non, déjà les traits. Je tiens à dire. Oui. Mais c'est parce que ça raconte pas rien. Enfin moi je peux pas passer 1h45. 1h40, oui, 1h40, 42. à me dire, ah bah c'est beau. Bah, reste, quand c'est beau à ce point-là, quand c'est beau à ce point, alors ouais, voilà, quand c'est beau à ce point-là, moi, là, franchement, je n'ai pas été, alors, j'ai trouvé ça joli, mais à mon avis, j'ai pas été, transporté comme vous l'avez été avec, l'œuvre proposée. Ouais, puis on a tous une manière différente de voir le cinéma et de chercher quelque chose dans général, oui, bien sûr, mais on cherche des trucs, enfin, sans forcément le chercher, inconsciemment, quoi, quelque chose d'inconscient. Ça te parle pas, c'est tout. Ah non, mais oui, c'est juste que un film ça qui me parle pas, et après, j'ai certainement pas les armes dans ma cinéphilie actuelle pour apprécier comme vous l'appréciez. Même pas forcément, parce que même moi, c'est pas forcément ça. C'est juste que moi, ça ne me parle pas. Moi, ce qui me parle, c'est le cinéma contemporain. Moi, il y a une espèce de générosité. On a déjà employé le terme dans des podcasts précédents pour certains films. Là, je vais l'employer à un autre niveau. Enfin, pour autre chose. À certains moments dans le film, il y a des plans hyper travaillés, hyper esthétiques, des plans qui ne racontent en soi pas grand-chose par rapport à l'histoire proposée. Ces plans avec cette lumière rasante de soleil plus ou moins en train de se coucher, vous savez, souvent dans des décors vides, ouais, à travers des fenêtres ou à travers des murs qui il y a des trucs rasants, tu sais, au niveau du sol, c'est difficile de décrire sans voilà. Il y a des choses absolument sublimes. On se prend ça dans la gueule. Alors c'est des plans bien cadré, on est sur du plan d'ensemble, etc. On est dans le décor. En plus, le décor est pas dégueulasse. On parlait tout à l'heure de la salle où le harem devait se trouver la plupart du temps, avec ce passant mieux. Mais bon Dieu, enfin les bleus. En plus, on a la chance d'avoir une copie. Il y a un plan. La copie proposée par Carlotta est sublime. C'est un bonheur pour les rétines, quoi. Enfin, il y a un plan que moi j'ai beaucoup aimé. C'est justement quand elle arrive quand on la voit arriver dans la maison de Monsieur Dean. Oui. Elle passe. Et puis la caméra continue, et là on le voit de dos, mais juste en silhouette, juste avec la lumière. Ouais. Et ça j'ai trouvé stylé. Oui, non mais de toute façon, c'est vraiment un des plans qui me restera le plus pour ce film. Mais sinon le reste j'ai juste trouvé. Mais toutes ces lumières rasantes, enfin sur le sol, sur les bleus, les contrastes, enfin la palette de couleurs utilisée dans le film, il y a des choses absolument super. Moi j'aime beaucoup aussi ce contraste à un moment donné quand comment ça s'appelle Kathleen Byron, j'ai mangé son nom, celle qui brille. Sœur Rose. Ouais. Lorsqu'elle vient dans le bureau Oui, Sœur Rose, ouais. Celle qui brille, ouais. Elle vient dans le bureau de Deborah Kerr, elle a des traces de sang sur son habit blanc. Oui. Moi, ça, je trouve ça quand même super. Fallait quand même oser à l'époque. Encore une fois, à cette époque-là, une femme habillée en nonne, habillée en blanc, avec des taches de sang bien visibles, hein, parce que c'est pas une petite goutte, hein. Après, ça te choque pas, puisque souvent, elle faisait infirmière. Je suis d'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est souvent représenté? Alors, il faudrait s'amuser à balayer tous les films avec des bonnes sœurs dans les films à cette époque-là, mais est-ce que à cette époque-là, on représentait beaucoup de scènes quasiment tirées du Kama Sutra en plein écran comme ça en 47? Non, je suis pas là c'est fait. Là c'est fait. Voilà, c'est exactement. Et il y a une espèce d'audace quand même. Enfin, moi je serais pas aussi catégorique que Michael parce que c'est pas un film qui m'a transporté de joie. J'ai pu apprécier la beauté, même si j'ai pas l'œil aussi acéré que certains d'entre vous. Je pense bien qu'on l'a eu. Mais il y a un truc. Moi, ce que j'ai le moins aimé, c'est la manière victorienne de jouer. Voilà, tu comprends ce qu'il y a, mais il y a des ruptures de ton qui sont un peu bizarroïdes, comme ça, des changements d'humeur que tu comprends pas pourquoi. Et ça, c'est le jeu de l'époque. Je reviens pas dessus, j'ai pas à le juger. Moi, ça me parle moyennement, mais bon, je m'y fais.
Mais par contre, oui, certaines audaces stylistiques visuelles. Quelque part, il y avait des choses un peu de cet ordre-là que j'avais vu dans La Talente de Vigo. De Vigo. Il y avait une espèce lui, il avait encore plus d'avance, puisque ça remonte à encore une quinzaine d'années auparavant. Mais une modernité pour un truc qui est quand même super daté, qui est super bien calé dans son époque en plus. Et voilà, il y a une dichotomie là-dessus que moi j'ai trouvé plaisante. Et puis alors, tu disais les matte painting. J'ai souvent été extrêmement critique vis-à-vis de ça, notamment dans les tripotés de western qu'on m'a obligé à regarder à une époque. Et des trucs bien plus récents, soit dit en passant, où c'est bien plus laid. Enfin, bien plus laid. De toute façon, c'est forcément plus laid. Là, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire que dans les westerns, quelle que soit l'heure, le ciel était toujours pareil. Bon, et à un moment donné, il faut essayer de faire un petit effort, les gars. C'est là où je parlais de générosité de Pressburger et Powell. Voilà. C'est que dans les moindres plans, tout est travaillé, tout est léché. Enfin, il y a un boulot dans ce film monstrueux. En fait, ils ont, a priori, de ce que j'ai compris, ils ont voulu tourner pour l'essentiel en studio, justement pour pouvoir contrôler tout ça. Parce que c'est bien connu que dès que tu tournes dans des décors naturels, tout est plus compliqué. Ah, mais ça, voilà. Et en studio, ils ont pu contrôler à peu près tout en termes d'aspect visuel, technique. Tout a été bossé. Ils ont utilisé des couleurs de rouge à lèvres particuliers pour les actrices, parce que vu comment travaillait Cardiff sur sa photo, ils voulaient qu'elles aient un teint assez blafard, etc. Et certains rouges à lèvres seraient trop ressortis, etc. Donc ils jouaient sur certaines couleurs de rouge. Enfin, tout a été pensé. Enfin, il y a vraiment gros de boulot sur un film comme ça. On a même pas idée. Alors on peut se dire oui c'est joli, juste se dire oui c'est joli. C'est faut voir tout ce que ça implique derrière. Il y a quand même une richesse, une générosité, un travail de recherche là-dedans qui est quand même hallucinant. Alors ça ne fait pas forcément des films qui sont travaillés comme ça, des chefs-d'œuvre à chaque fois, bien sûr. Est-ce que Le Narcisse Noir est un chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Moi, je le considère comme un immense film. Ça, c'est sûr. Je suis assez d'accord. Et un film important de toute façon en termes d'esthétique. Et voilà, ça c'est un film incontournable à mon avis, a fortiori si on est cinéphile. Maintenant, alors moi ça me fait de la peine. Mika, bon c'est pour la première fois qu'il me fait de la peine, mais il me dit qu'il a pas. Non mais c'est vrai. Non mais c'est un plaisir pour moi de te torturer. Ouais, mais tu me tortures pas, mais ça me fait de la peine de voir regarder un film comme ça. Alors il l'a regardé, c'est chouette. Bon, il joue le jeu pour la discussion du podcast, mais ça me fait de la peine parce que je me dis bah mince, j'aurais aimé qu'il aime. On va y arriver. On va lui trouver un film des années 30 là. Et il va arriver, il va être là-bas. J'ai trop aimé. Voilà, mais c'est des vieux films. Non, t'as bien aimé. T'as pas trop aimé. Moi, ça a été un premier choc, bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, mais l'un des premiers chocs que j'ai eu de cinéphile quand j'ai commencé il y a 7-8 ans à vraiment m'intéresser au cinéma, à commencer à gratter. Et alors, de mémoire, je dirais que c'était... du coup, les films se confondent un peu, donc j'aurais pas forcément de nom comme ça, je suis un peu con. C'était peut-être Incarné, c'était peut-être Le Jour se lève, même si j'ai l'impression de l'avoir vu plus tard. Mais bref, c'est pas grave, mais les premiers films que j'ai vus des années 20-30 qui m'ont fait un choc je crois que j'aime autant ça que mes films préférés des années récentes. Ah mais oui, quand t'es jeune et que tu regardes des films globalement du cinéma moderne plus ou moins, des films des années, tu peux aussi regarder des films des années 80, 90, 70 et les apprécier énormément, mais quand tu vois des trucs qui sont vraiment datés, qui peuvent approcher de la centaine d'années et que tu trouves un plaisir qui est aussi grand que dans d'autres choses, là tu passes un cap de cinéphilie, alors sans rentrer dans un truc de branlette et tout, mais quand même voilà, je serais hyper heureux de réussir à t'en faire découvrir. Voilà, c'est ce qu'on essaye. Ce sera pas celui-là, mais de toute façon tu vas en bouffer d'autres, je te le garantis, oui, voilà, c'est ça. Alors il y a un autre truc aussi que je voulais évoquer, un truc que je trouve très intéressant et pareil pas si courant que ça à cette époque-là. Parce qu'on a pu avoir droit dans des films de genre des années 50-60 avec un Corman dans les années 60, dans son cycle Edgar Poe, etc. Parfois dans les films de la Hammer, régulièrement, travaille sur le son avec le vent. Je sais pas si vous avez prêté attention à ce truc-là dans le film, mais on est perché quand même assez haut, on a un lieu isolé, il y a des trous partout. Ça ne s'arrête jamais, les personnages le disent. Voilà. Et si vous faites bien gaffe, le vent, on l'entend pratiquement tout le temps. Il occupe la bande sonore, alors en arrière-plan évidemment, mais il occupe visuellement il joue parce qu'il y a il y a des trous partout dans le machin, il y a pas de fenêtre, il y a pas de alors les tentures, voltige un petit peu, on le voit, visuellement ça occupe un petit peu le terrain, mais il y a aussi ce travail sur le son permanent avec le vent, etc. Pareil, je trouve que c'est un élément qui est intéressant à mentionner parce que d'abord ça participe
du probable malaise qu'il peut y avoir à vivre dans un lieu où il y a du vent tout le temps. Imaginez votre baraque avec du vent, voilà. Et je trouve que ça participe complètement de cette situation un peu insolite pour les sœurs, etc. Alors, je suis désolé parce que je parcours un peu, c'était un peu changé puis comme j'ai pas mentionné les trucs au final, les peintures, est-ce qu'on en a assez parlé? Oui, je pense, oui. Parce que moi c'est la taille et le nombre qui m'impressionne, c'est quand je vois certains plans, il y a quand même beaucoup de plans avec du coup des peintures qui genre occupent une partie du plan où du coup on a du mal à, parce que tout à l'heure t'avais pas réussi à finir ta phrase, on était parti sur autre chose, mais il y a des décors où on a du mal à dissocier l'endroit où on passe du réel carton entre guillemets, souvent c'est du décor. Oui, c'est du décor, bien sûr. Voilà, et avec du coup les panneaux peints de décors et des choses comme ça. Pareil pour le fameux plan hyper iconique où on voit la falaise en plongée dessus là, avec en plongée complète là au-dessus de la cloche. Où là, en fait, quand on voit le plan dans le film, donc c'est un plan où les personnages bougent, quoi, c'est pas juste une photo. Déjà, c'est impressionnant, mais en plus, dans la version moderne du film, c'est devenu du coup l'affiche, parce que je crois que c'était pas l'affiche originale. Oui, bah d'ailleurs, le Blu-ray Carlotta, c'est ça, c'est le précipice. Moi, quand j'ai vu ce plan-là, j'ai dit, il y en a une qui va y passer. Ah bah oui, mais voilà. Voilà. Mais tu vois, même sur une simple affiche, donc l'image est fixe, et ben je trouve que même sur cette affiche, on dirait vraiment qu'il y a une falaise, genre c'est sublime. Et pourtant on n'est pas sur de la peinture qui se voudrait trompe-l'œil ou autoréaliste, ou photoréaliste. Il y a c'est sûr. En fait c'est que le reste de l'image, le talent du dis juste c'est bien foutu quand même. En fait c'est que ça s'accorde avec le travail du photographe qui réussit à mettre une ambiance dans les décors. Qui du coup s'accorde avec les peintures et qui donne une espèce de rendu irréel. Mais le côté irréel, c'est un des trucs qui m'a le plus plu, donc je sais pas si tu veux. Ah bah non, mais de toute façon, enfin, on en a parlé, c'est marrant parce que je l'ai dit depuis le début, ce n'est pas un film fantastique et ce qui est marrant, c'est qu'on n'arrête pas quand même de revenir à ce côté. Ah mais pour moi c'est ça qui fait dans son atmosphère et force du film. Mais c'est sûr. C'est ce côté où à moins que t'aies envie de, vas-y si tu veux. Ah, vas-y, t'étais parti sur une phrase. Vas-y. Non mais c'est cette espèce d'ambiance où les personnages sont fascinés par l'endroit autant qu'ils sont effrayés. C'est-à-dire que l'endroit est magnifique, nous ce qu'on voit c'est magnifique. C'est d'une évidence que ça ne peut être que dépaysant, fascinant, mais le son qui est là tout le temps, les rend un peu fous, cette espèce de tambour qui vient d'en dessous, le fait que le peuple environnant, enfin du coup les indigènes qui sont autour, sont des gens qui sont difficiles à maîtriser. En tout cas, eux c'est un peu ce qu'ils veulent venir. Les nonnes sont là pour essayer, pas forcément de les maîtriser, mais de leur apprendre la civilisation entre guillemets à l'ancienne, voilà. Et je crois que c'est un des chefs indiens qui leur dit que il faut les considérer un peu comme des enfants parce que du coup c'est Monsieur Dean qui leur dit. Oui, c'est Dean qui dit ça, que c'est un peu comme des enfants et c'est pour ça qu'ils sont payés pour venir au début parce que sans ça on n'arrive jamais à les. Enfin, faut leur donner une carotte parce que sinon même avec un ordre ils n'obéissent pas aux ordres et tout. Une fois qu'ils sont habitués, ils vont continuer. Du coup, les personnages sont totalement enfermés dans leur civilisation. Enfin, ils sont isolés, ils sont vraiment isolés. Pourtant, ils sont dans un endroit où ils ont une vue sur le monde entier. Il y a la sœur qui s'occupe des légumes là, des plantations, qui dit à un moment, et je trouve ce truc fou, que en gros, enfin, je sais pas comment elle le dit exactement, mais ce qu'elle veut dire, c'est que elle voit tous les jours ce paysage. Elle est vraiment elle est vraiment même pas dans les bâtiments, elle est vraiment au bord de la falaise, à voir ce paysage. Et le fait de le voir et de voir aussi loin, ça fait qu'elle se perd dans sa tête, dans son esprit, et qu'elle voit trop loin. Et parce que toutes les sœurs, tous les personnages, on laisse entendre qu'elles ont toutes un peu fui un passé, qu'elles ont fui quelque chose pour devenir sœurs, pour changer de vie. C'est le cas de Deborah Kerr, c'est dit avec cet homme qui l'a abandonné, enfin qui est parti tout seul. Oui, je crois que c'est la plus vieille des sœurs qui est avec elle, qui dit ça là que. Oui, ça fait 20 ans qu'elle n'a pas pensé à son passé. Voilà, et que du coup le fait de voir aussi loin lui permet de faire le temps. Donc il y a une espèce d'ambiance où genre l'endroit est à la fois magnifique, il est déconcertant, il est et du coup tout le monde a envie de se barrer parce que t'as envie de rester, mais tu sens que ça t'amène vers quelque chose et il y a une espèce d'ambiance un peu fantastique sans l'être. Et c'est pour ça que quand mon évocation de Shining était pas gratuite. Oui, parce qu'on regarde tout ça,
je trouve que tu enfonces le clou en fait. Il y a quelque chose. Les deux films n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais en termes de lieux ayant une espèce d'emprise, attraction, répulsion sur les gens qui y vivent, bah je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Alors, c'est pas les deux seuls films de l'histoire du cinéma. Et là-dessus, je trouve que le film est intéressant et un bon scénario. Après, effectivement, le déroulé, l'intrigue en elle-même pure et dure de la femme qui au final devient méchante, complètement folle et tout, avec son passé qui a ressurgi, on sent qu'elle est bien vrillée. Oui. Voilà. Il y avait un potentiel, Michael disait, je crois tout à l'heure, mais dès le départ, je sais plus lequel d'entre nous. Dès le départ, tu sens qu'il y a un truc. Elle est décrite par la mère supérieure au départ, en disant qu'elle a quasiment perdu la foi ou qu'elle l'avait jamais vraiment eu, et que elle est incontrôlable, et puis qu'elle est tout le temps malade, et puis qu'elle est tout le temps couchée, mais qu'il faut la surveiller. Enfin, voilà, D'ailleurs, elle fait malade, elle est souvent très pâle, elle est encore plus pâle que les autres. Enfin bon, c'est. Non, mais voilà, cette partie de l'intrigue, effectivement, c'est pas une espèce de verre d'eau blanche, on sait pas trop. Il y a ce truc qui revient assez régulièrement, là, avec le gamin qui arrive avec son verre, elle, enfin, donc, la sœur qui devient folle. Oui, Colin Myron, sœur Rose, voilà. Ne le boit pas, parce que c'est la mère supérieure qui lui a dit de le boire. Mais par contre, à un moment, t'as le gamin, vers la fin, qui va voir la nonne, et elle le boit. Je savais pas s'il y avait un truc à comprendre. Ça me parle même pas, oui, alors, moi, tu vois, le verre, là, ça m'évoque quelque chose, mais... L'eau constitue une espèce de vecteur de désordre. Il y a la canalisation qui est pétée, il y a l'eau qui a rendu le gamin malade et qui en meurt, il y a plusieurs références. Il y a plein d'éléments du scénario dont on n'a même pas parlé, cette histoire de de toute façon, et c'est d'autant plus dommage, pour mon point de vue de spectateur, que la narration ne suive pas, d'ailleurs. Parce que tu comprends en y réfléchissant, c'est pas la narration qui te l'explique. C'est pas le jeu des acteurs, c'est pas la manière qu'ils ont de te le dire. Mais je crois pas, on l'a dit tout à l'heure, mais je crois vraiment que s'ils ont mis tous autant qu'ils sont, l'équipe technique, enfin que ce soit les réals, enfin Pressburger et Powell, Cardiff, etc., ils ont vraiment mis l'accent. Je pense que s'ils se sont fixés un challenge sur ce film-là, c'était clairement un challenge esthétique. Plus qu'un challenge sur le scénario et tout. Je ne dis pas, encore une fois, je ne critique pas le scénario, que moi j'aime bien ce que raconte le film. J'aime bien la façon dont il le fait. J'aime bien les portes qu'il laisse ouvertes, parce qu'il laisse énormément de portes ouvertes. Parce que tu disais tout ce que mais c'est aussi un film sur la foi, mais pas tellement, en fait. Oh bah non. C'est un truc c'est un élément du décor. Oui. Mais est-ce que ça va être l'illustration ultime de la perte ou de retrouver la foi? Non, je pense pas. C'est juste les atermoiements de certaines personnes dans une situation un peu extrême. C'est ça. C'est une tranche de vie de ce groupe de nonnes qui se retrouvent dans ce lieu isolé, parce qu'en fait, on les trouve au début du film, elles vont s'y rendre, et puis à la fin du film, elles en partent. Bon, est-ce qu'elles sortent grandies du truc? Est-ce qu'elles sortent, il y en a une, elle en sort pas du tout, mais, voilà, non mais on n'est pas dans alors une quête initiatique, ça pourrait en être une, mais je ne crois pas en fait. C'est pas ça, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Mais c'est probablement ce qui t'a en partie manqué, Mika, dans l'intrigue. Ça t'a manqué d'intrigue, justement. De matière palpable, en fait. Parce que c'est un film qui est pas très palpable. Est-ce que tu le disais, c'est un film sur l'échec. Oui. Sauf que, il y a rien de plus qu'elles avaient pas avant. Enfin, justement, il y a la sœur Joie là qui sœur joyeuse. Sœur joyeuse, maintenant elle est plutôt grincheuse. Ah ouais, vous avez regardé le film. Tout le monde a regardé le film en VF. Ah moi je le regarde en VO. Ah non, je regarde en VO, ouais. La VF est pas ouf. Ah bah non, tu vois, alors des films comme ça, c'est compliqué. C'est que j'ai eu aussi du coup. Du coup, tu l'as vu en VF aussi, toi? Oui. Alors du coup, Sœur Clotilde, c'est Sœur Clodag. Clodag, voilà, ça c'est de la supérieure. Il y a un truc qui Monsieur Dean. Alors Sœur Rose, c'est Sœur Ruth. Ouais. Donc ils ont traduit ça en rose parce que ça ressemble, j'imagine. Il y a le même nom de lettres, ça m'a fait chier quoi. Voilà. Après et Sœur Honey, c'est Sœur Miel. Du coup en VF apparemment. Sœur Honey, c'est laquelle? Sœur Miel. Je crois que c'est la plus costaud. C'est celle qui s'occupe de la Sœur Mélanie. Il y a Mélanie, il y a Joyeuse, il y a puis c'est la jardinière, je sais pas laquelle c'est. Il y a Bryony, Philippa et Honey. Et il y a justement une indigène Sœur Mélanie en VF qui est apportée par Monsieur Dean, qui est un petit peu l'adolescente un peu rebelle et tout.
Ah bah joué par Gene Simmons, oui. Voilà. Ah bah elle est totalement grimée en indienne, hein. De base, elle est... Ah bah alors que Gene Simmons, oui, elle était, je sais plus si elle était britannique, je crois qu'elle était britannique. Ah bah tu vois, je découvre là avec sa photo là, incroyable. Ah mais je savais pas du tout. Elle était hyper jeune, on l'a vu dans Star Trek Plus. Ils disent qu'elle a 17 ans, mais elle en avait 18 au moment du tournage. Non, mais elle était super jeune, Gene Simmons. On l'a vu après dans plein de films, évidemment, mais oui, c'était Gene Simmons. Je voulais revenir vite fait d'ailleurs sur Deborah Kerr, actrice qu'on a souvent associée à des rôles un peu de femme prude, de femmes un peu rigides. Donc elle, c'est Deborah Kerr. Le personnage principal. Non, c'est le personnage principal. Sir Claude. Ok, pardon. C'est vraiment celle qui a les flashbacks. Ouais, ok. Celle qui est, voilà. Okay. Deborah Kerr a rejoué une bonne sœur dans un excellent film de John Huston que j'avais vu il y a quelque temps. Dieu seul le sait. Le titre sur ton truc, faut que je le regarde, c'est l'air. Alors ça, c'est génial. Pareil. Alors film intimiste, il serait posé là aussi les enfants. Bah, ça a l'air, oui. Parce qu'il y a à peu près que Robert Mitchum et Deborah Kerr dans le film. Puisque lui se retrouve coincé sur une île et il tombe sur cette île où elle est là, etc. Mais c'est génial. Ouais, mais il y a Mitchum. Bon, déjà, il y a Robert Mitchum, c'est sûr. Mais alors, elle est fabuleuse. Et Deborah Kerr, en fait, c'est une actrice dont j'ai pas forcément été fan de bonheur. Enfin, je ne le suis toujours pas dans l'absolu, mais c'est une actrice que j'aime voir dans les films parce que je me rends compte qu'elle a vraiment un truc. Alors, on l'associe souvent à des rôles un peu rigides, etc. Elle a joué dans un des plus beaux films fantastiques de l'histoire du cinéma, et c'est un vieux film, dis donc, Mika. C'est un vieux film, et il en enterre plein des récents. Les Innocents de Jack Clayton, d'après Le Tour des Crous d'Henry James. Voilà un film fantastique qui fout les jetons avec rien, et qui a pourtant plus de 60 ans. Voilà. Donc, bref, avec Deborah Kerr. Elle a joué dans Les Lignes du Roi. À son fichu Tour des Crous, là. Eh ben oui. Puis un jour, vous le boufferez, celui-là. Mais j'en parlerai. Plaisir de le défoncer. Eh ben, moi, je ferai un podcast qu'avec Quentin. Et puis voilà. Je l'aime, le film, du coup, je serais surpris que tu l'aimes pas, celui-là, vraiment. Les Mines du Roi Salomon, aux côtés de Stewart Granger, adaptation de Haggard, évidemment, quête de Alan Quatermain, voilà. Donc, très chouette. La Nuit de l'Iguane. Toujours de John Huston, où pareil, elle a un rôle face à Ava Gardner qui a un côté un peu sauvage dans le film et tout, et Deborah Kerr très rigide. Donc c'est marrant de voir que en 47, elle joue un rôle qu'elle déclinera souvent dans d'excellents films. Là, je viens de citer qu'une partie de sa filmo, hein, des films que j'ai vraiment en tête, etc. Mais ce ne sont que des excellents films. Et elle a une filmographie vraiment intéressante, Deborah Kerr. C'est pas forcément, encore une fois, mon actrice préférée. En bonne sœur, jamais rien ne vaudra le film Au risque de se perdre. La plus belle des sœurs au cinéma, ça restera toujours Audrey Hepburn. Au risque de se perdre. Ça, c'est mon petit, j'ai réussi à le placer. Mais voilà. Non, vraiment, Deborah Kerr, c'est une... Des fiançailles ratées entre David et Audrey Hepburn. Il y avait un problème de... c'est le timing. Pareil. Ah, mais il les choisit pas au berceau, c'est ça le problème. Ben voilà. Non, mais voilà. Donc, vraiment, Deborah Kerr, actrice à la carrière assez passionnante. On pourrait citer aussi Elle et lui de Léo McCarey avec Cary Grant. Enfin bon, il y a Tant qu'il y aura des hommes avec Burt Lancaster. Oui, je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais vraiment voilà, une carrière solide. Et alors là, elle était encore assez jeune, hein, 47, elle était même plutôt en début de carrière. Mais vraiment, Deborah Kerr, qui a rejoué d'ailleurs avec Powell, hein, elle a rejoué dans un de ses films. Voilà, donc actrice quand même très intéressante. Et puis c'est l'une des rares qui a vraiment... Alors, il y a eu Gene Simmons aussi, mais elle a un rôle assez secondaire. Kathleen Byron, alors vraiment ça c'est pour l'anecdote, c'est la sœur Rose en français, qui vrille complètement, voilà, qui fout les jetons à la fin du film. On la revoit en vieille Madame Ryan dans Il faut le sauver, le soldat Ryan de Spielberg. Le petit côté cinéphile de Spielberg a dû jouer, voilà, il l'a fait apparaître dans son film en 98. Voilà. Elle jouait mieux du coup. Oh, c'est pas celle. Oh là 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 là. Oh mon dieu. Alors là, je pensais qu'on finirait sur des trucs bien. Non, là, je peux terminer sur un truc bien. Là, je taquine, là. Oh, le jeu de tuer. Je peux terminer sur un truc bien parce que tu parlais de John Huston et ça m'a permis d'avoir un flash et de me souvenir du premier film qui m'a marqué en tant que jeune cinéphile, qui a été bouleversé par un vieux film. C'était un film de John Huston, justement. Ce qui est pas étonnant. Trésor de la Sierra Madre. Oh, voilà. Ah, ouais. Voilà. Voilà, je me souviens du jour où j'ai regardé ça et que voilà, j'étais tout jeune cinéphile et que je vois ça et que je me dis comment je peux aimer autant un film alors que je pensais vraiment que les trucs en noir et blanc c'était pas trop bon. Voilà, j'ai un peu. Mais tu sais que l'individu en face de toi et moi là est capable de nous dire qu'il aimera pas le jour où il le verra. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Alors que le Trésor de la Sierra Madre c'est un immense film. Moi je préfère Pacific Rim. Bon.
Moi, bon, on va passer au film suivant, je pense. Ah, passer au film suivant, parce que Bertrand, Quentin, Mika, non, c'est sûr. Vous avez quelque chose à rajouter sur le narcissisme? Non, franchement, j'ai rien de plus à dire. Ça m'a moins porté, mais parce que je suis moins peut-être sensible, oui, c'est ce que je disais à la manière dont les choses sont présentées. Mais au-delà de ça, j'ai passé un très bon moment. J'aurais peut-être apprécié davantage le côté visuel si j'avais pas vu ça sur un petit écran. Oui, bah ça c'est oui, non mais ça c'est certain. Ah oui, effectivement. La VO aurait été certainement bien plus intéressante. Effectivement, deuxième point, effectivement. Voilà, et puis indispensable. Attends quelques temps, histoire côté on peut oublier notre discussion et tout, quelques années peut-être. Sur bonne condition, VO. J'ai pas passé un mauvais moment, ça. Il y a pas tellement de temps mort, je trouve. Non, mais le film est court, des moments un peu de contemplation, mais qui sont relativement brefs et souvent interrompus. C'est tellement beau. Souvent interrompus par notamment par la gouvernante entre guillemets des lieux, là, qui est à moitié folle. Oui. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un petit peu léger, c'est elle qui met un point final en général. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas tellement ce personnage. Mais non, mais sinon oui, j'ai passé un très bon moment, y a pas de souci. Donc voyez le Narcisse Noir, enfin c'est bon, le message on ne passe pas trop pour les cinéphiles purs et durs qui peuvent nous écouter, on parle plutôt pour ceux qui seraient amateurs de vieux films qui n'en ont pas vu tant que ça, qui en ont vu mais qui celui-là ne fait pas partie de leur liste. Si des gens ont par hasard eu envie de découvrir le film avant de nous écouter et qui sont en l'occurrence des gens jeunes cinéphiles, même si en vrai je pense pas être un cinéphile si aguerri que ça. Mais voilà. Bref. Jeune par l'âge en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, mais cinéphile c'est sûr, mais jeune cinéphile. Bref, si vous avez eu l'occasion de découvrir ce film et découvrir un nouveau truc grâce à nous et que vous l'avez aimé, bah c'est super. Et bah c'est génial. Et même si vous êtes persuadé de pas vouloir l'aimer, soyez curieux. Et après, défoncez-le. Ce qu'en plus, c'est dommage qu'il y ait sa fin de phrase. Faut pas qu'il finisse ses phrases. Oui, avec des arguments. Je vais faire comme s'il avait rien dit, mais en plus, pareil. Faut toujours être curieux. Bien sûr. Par chance, on l'a pas trop spoilé celui-là. On a spoilé globalement. On a dit 2-3 petites choses. Mais globalement, mais comme ça ne repose pas tant là-dessus, comme on l'a dit, c'est pas grave. Et que c'est difficile d'exprimer avec des mots sans images, toute cette histoire d'ambiance, etc. Donc, les gens en découvriront. Voilà. Bon. Ça fait presque 1 heure sur déjà ce premier film, donc il va être temps de passer à la seconde partie. Tout à fait. Et puis là, ça va être à toi de jouer. Ah oui, écoute, c'est parti. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Banshees of Inisherin, film de Martin McDonagh. On ne prononce pas le GH, puisque irlandais. Voilà. Plus récent des films dont on a parlé aujourd'hui, puisqu'il est sorti il y a que 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça, donc en 2022. Film intimiste évidemment, puisqu'on va rester dans notre thème du jour. Mais bon, parlons déjà du réalisateur. Donc c'est un gars dont j'aime beaucoup la filmographie, mais je n'ai pas vu tous ses films. Il me manque les 7 psychopathes. Moi aussi, c'est celui-là que j'ai pas vu. Ouais. D'accord, ok. J'ai vu les 3 autres. Je l'ai vu, et c'est sympa. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. Apparemment, c'est son film le moins intéressant, mais ça reste sympa. C'est ce qui se dit apparemment. Voilà. C'est le mot, c'est sympa. Voilà. Mais sinon, les autres j'ai vu, donc j'ai vraiment un grand amour pour ce cinéaste. Gros faible pour Three Billboards en ce qui me concerne, qui m'a complètement retourné et avec un Sam Rockwell hallucinant. Je l'ai pas revu depuis le cinéma, donc c'était il y a 7 ans maintenant, quelque chose comme ça, donc ça commence à dater. J'en ai un souvenir après égal des autres. Moi, j'adore Bon Baiser de Bruges. Oui, c'est bien aussi. Comme premier film. Alors, il avait déjà fait un court-métrage avant qui a apparemment été bien et a eu pas mal de récompenses. Donc ça, j'ai pas vu. Mais sinon, ces 4 longs-métrages sont plutôt bien appréciés, à part cette psychopathe, mais un peu, quand même, enfin, juste pas au même niveau, quoi. Mais donc, donc 2008, Bon Baiser de Bruges. Donc déjà, avec le même duo d'acteurs qu'on verra aujourd'hui avec Inisherin, donc Colin Farrell et Brendan Gleeson, bien sûr. Donc les 7 psychopathes, c'est qui sorti en 2012, pardon. Les 7 psychopathes avec toute une tripotée d'acteurs. J'ai plus les noms de tout le monde. Il y avait Farrell. Il y avait Farrell, il y avait Walken, il y avait je ne sais plus qui. Ouais, bref. Voilà. En actrice, oui, peut-être quelque chose comme ça. Bref, après, on suit Bill Woods, Frances McDormand. Bref, c'est un gars qui aime bien s'entourer plutôt d'acteurs plutôt qualitatifs. Solide, et qui prend son temps pour faire chacun de ses films. Et donc là, du coup, le plus récent, 2022, Banshees of Inisherin. Mais s'il prend son temps, c'est parce qu'en fait, il est un peu occupé dans la vie, parce que c'est pas qu'un cinéaste. En fait, il est aussi dramaturge.
Il a commencé d'ailleurs là-dedans. Il a commencé par écrire des pièces de théâtre et à être, alors je sais pas s'il était metteur en scène, mais en tout cas auteur de pièces de théâtre. Et donc ça rejoint ce que je voulais dire, parce qu'en fait entre 96 et 2003, il a écrit une trilogie de pièces de théâtre qui s'appelle la trilogie des îles d'Aran. Et les îles d'Aran, c'est un petit archipel de 3 îles qui sont situées sur la côte ouest de l'Irlande, parce que du coup, monsieur est irlandais, et il a grandi au début de sa vie à Londres, mais après, il est revenu très vite en Irlande, et il a vraiment fait toute sa vie en Irlande. Voilà, j'ai pas précisé, mais on est sur l'Irlande. Et donc les îles d'Aran, un petit archipel de 3 îles à l'ouest, donc du côté occidental, quoi, bref. Et en fait, elles sont particulières visuellement, donc elles donnent une ambiance un peu particulière, parce elles sont, alors je lis ce que j'ai écrit, elles ont la particularité d'être le prolongement karstique des Burennes. Et les Burennes, c'est une région géologique de l'Irlande, où en fait c'est des plateaux calcaires, donc c'est très très plat, mais très beaucoup de falaises, des choses comme ça, donc c'est très très rude comme endroit, et du coup on a tous ces environnements de grands plateaux de pierre qui donnent une ambiance vraiment, une espèce de truc vraiment magique. C'est souvent très esselé, et donc les îles en elles-mêmes le sont encore plus. On est vraiment sur 3 îles où il y a très peu de gens qui y vivent encore aujourd'hui. Et même si il y a une grande histoire très 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 ancienne, on a trouvé des restes là-bas qui sont très très anciens. Mais donc on a cette espèce de ces îles qui sont des espèces de roches un peu vertes, pleines. Il y a peu d'arbres, c'est vraiment que de la pelouse. Une pierre, un mouton, une pierre, un mouton, une pierre, un mouton. C'est un peu ça, voilà. Dans un environnement où il y a beaucoup d'eau, et c'est vraiment absolument magnifique. Et donc cette espèce d'ambiance, il l'a utilisé pour faire sa trilogie. Donc de pièces de théâtre qu'il avait écrit donc dans les années 90 et début 2000, donc The Cripple of Irishman en 96, The Lieutenant of Irishmore en 2001, et pour finir The Banshees of Inisherin, qui elle n'est jamais sortie. C'est un projet qu'il trouvait trop faible à l'époque et qui n'a pas sorti parce que il trouvait que le scénario allait pas assez, il trouvait ça trop faible, il l'a mis de côté. Après il est parti dans le monde du cinéma, il a fait plusieurs projets, il est revenu dans le monde de la dramaturgie aussi en parallèle. Il a fait une pièce qui a passé à Broadway avec, je crois que c'était Walken qui avait le rôle principal en 2010, j'ai plus le nom de la pièce, bref, voilà. Et donc là il revient avec ça. Alors ça paraît pas con, mais au final tout ça, c'est pas que ça sert à rien, mais il a jamais confirmé que The Banshees of Inisherin, son projet de l'époque, c'était le scénario de ce qu'on a du film d'aujourd'hui. C'est une supposition, mais il en a jamais parlé au final. C'est juste que, voilà, on se doute que c'est lié. Donc c'est pour dire que c'est un projet qui lui est assez personnel, de toute évidence, en tout cas. En tout cas, qui est lié à, même si le scénario va peut-être évoluer, qui est lié à, du coup, des trucs qu'il a écrits il y a longtemps. Donc, c'est quelque chose déjà que j'aime bien dans le film, c'est que ça se sent que c'est un film qui lui est personnel. Il y a un truc on parlait du côté intimiste. Donc là, on est aussi vachement dans le délire quand on est dans le film se situe sur, du coup, cette île où on a peu de personnages. On n'en suit que quelques-uns, et surtout, c'est un grand espace hyper vide, donc on est vraiment dans le quotidien de gens, un truc très simpliste, quoi. En plus, le film se déroule en 1923, donc il y a longtemps, il y a pas, les réseaux sociaux, évidemment, tout ça. Donc on a un côté à l'ancienne, de la vie, quoi, voilà, tout le monde va au pub tous les jours et tout le monde fait son petit machin. Oui, ça rejoint les éléments que tu donnais déjà de façon disparate sur chacun des films qu'on a présentés, sur ta manière d'envisager Ouais, voilà. Donc en fait, ça réussit à faire une synthèse finalement de ce que toi tu y vois dans le côté intimiste que peut avoir un film. Là on est vraiment sur du truc du quotidien, quoi. D'accord. Voilà. Alors ce que j'avais noté, non, après la suite c'était le pitch. Voilà, j'avais fini sur la petite présentation. Le point pitch. Pitch, voilà, donc donc le pitch, en fait, je crois que je suis tombé amoureux du film avant même que je le vois, puisque le pitch, je le trouve incroyable. Donc, on est situé 1923, l'île du coup fictive de Inisherin, qui est du coup une espèce de melting pot des plusieurs îles, donc des 3 îles dont j'avais parlé tout à l'heure. Les îles d'Aran, exactement. D'ailleurs, les prises de vue ont été faites sur les différentes îles pour en créer une seule au niveau Si vous êtes curieux, regardez sur Wikipédia, Google, île d'Aran, la deuxième photo, c'est une photo du film. Il y a pas de mystère. Oui, tout à fait possible. La deuxième photo proposée, c'est ce que je regardais à l'instant, c'est très très parlant en termes de paysage, d'ailleurs,
Ah ouais, l'ambiance est folle. Donc on a cette espèce d'ambiance là, voilà. Donc le pitch, on y suit deux personnages principaux, donc Padraig et Colm. Voilà, les prénoms irlandais à l'ancienne, en plus les noms de famille sont habitables, mais bon, on va pas les prononcer, on va développer. On va se concentrer sur les prénoms. Très bien. Quel dommage. Donc et Padraig et Colm, c'est deux amis de toujours. Alors ils ont à peu près, on dirait, ils sont joués du coup par Colin Farrell et Gleeson, à chaque fois j'oublie, merci. Donc ils ont, on dirait non mais le nom, voilà, parce que sinon je l'adore évidemment. Une cinquantaine d'années, je dirais à peu près tous les deux. Donc s'ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont amis. Apparemment ils sont meilleurs amis, ils s'entendent depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, c'est vraiment les bons potes qui tous les jours vont au pub pour aller boire leur petite mousse irlandaise et tout. Et le film commence par Padraig qui, comme tous les jours, va voir Colm. Sauf que en allant chez lui, il trouve Colm qui laisse la porte fermée et qui veut pas passer la journée avec lui. Et il apprendra très rapidement qu'en fait Colm a décidé de ne plus être ami avec lui. Il a décidé de mettre fin à leur amitié de toujours. Voilà, il veut plus être ami. Et donc l'intrigue du film entière va en découler de pourquoi ils veulent plus être copains. Enfin, pourquoi Colm veut plus être ami avec lui, et qu'est-ce que ça s'ensuit, enfin, voilà, quoi, tout le scénario va dérouler de ça, quoi. Voilà, donc moi, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, je sais pas, l'ambiance qui se dégageait du truc, et la simplicité, la bêtise presque, et du coup on pourra faire le parallèle rapidement entre le jeu des acteurs, on parlait de la musique aussi en off tout à l'heure, plein de choses. Il y a un petit côté cinéma Cohen qui se dégage du cinéma de McDonagh, qui est vraiment assez présent, et rien que le pitch un peu idiot, bébête, enfin pas idiot, mais ça paraît bébête, mais au final ça ne l'est pas du tout. Insolite, ouais, c'est ça. Insolite et ouais, quoi, ça fait un film. Ça fait un film, ça. Oui, ça fait un film. Ça fait un très bon film. Voilà. Et ouais, tout va se jouer beaucoup sur les dialogues. Donc, ouais. Donc là, maintenant, les quelques points, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé? Donc déjà, en premier lieu, j'adore le scénario. J'aime beaucoup l'écriture du film. L'écriture des dialogues, que c'est vrai que le parallèle avec les Cohen est quand même là aussi présent. Il y a un truc dans la verve, dans la façon de se répondre, ce qui fait. Alors on parlait d'Audiard, ça n'a rien à voir parce que là c'est du dialogue, enfin Audiard dans l'épisode précédent pour vous, mais on a parlé d'Audiard tout à l'heure. C'est presque une cousinade avec ce genre de dialogue là. On est sur quelque chose de très dans le tac au tac, quelque chose de parfois dire des évidences et des trucs qui vont faire mouche. Et oui, si on veut utiliser une métaphore, on a l'impression qu'il se lance une fléchette à la gueule à chaque fois qu'il s'envoie une réplique. Il y a un côté un peu piquant à chaque fois, enfin, puis même très souvent dans les échanges entre les persos. Et là, en l'occurrence, dans ce film-là, il y a un côté aussi qui est pas mal niais, qui arrive aussi, avec des moments que je trouve incroyables. La première fois où ils ont une vraie discussion, Colm et Padraig, et Padraig, il comprend pas, il lui dit, alors, je sais pas si je le fais en anglais ou en français dans le texte. Mais en gros, il lui dit, je comprends pas parce que hier, tu sais ce que t'étais hier? Hier, tu étais gentil. You were nice. Et tu sais ce qui va pas aujourd'hui? Aujourd'hui, t'es pas gentil. You're not nice. Et la façon de dire, ça fonctionne extrêmement bien. J'aime énormément le travail des dialogues et l'ambiance qui se dégage des relations entre les personnages. Vraiment extrêmement naturel. Donc oui, il y a, je trouve le traitement de l'écriture des personnages est vraiment pertinent. Le film parle de relations humaines, de solitude, de dépression évidemment, qui du coup touche surtout le personnage de Colm, toute évidence, parce que sa façon qu'il a de vouloir devenir seul parle certainement de dépression, même s'il y a pas que ça. C'est un peu intéressant, mais le film aborde aussi le concept un peu de ghosting, un peu le concept moderne du ghosting, on répond plus aux messages et tout. Ça c'est dans la vraie vie. Qu'est-ce qui se passerait dans la vraie vie? D'un coup, tu ghostes ton meilleur pote, t'arrêtes de lui parler, tu réponds plus à ses messages, et si enfin, après ça peut partir en couille un peu, il y a moyen que ça parte en couille, les doigts, qui s'en vont, là. Moi, ce que j'aime bien, alors j'intercale une petite remarque au milieu de tes propres réflexions. Moi, j'aime bien le côté jusqu'au boutiste du scénar, parce que en fait, il réserve peut-être quelques surprises de scénario, mais pas du tout dans ce qui est annoncé au départ. Au départ, donc, le personnage de Brendan Gleeson dit à celui de Colin Farrell, je veux plus qu'on soit amis, tu m'intéresses plus, et il va pas en démordre. Il va pas en démordre. Et l'autre, veut essayer de se rabibocher avec son copain.
Et il va pas en démordre non plus. Et j'aime bien le côté, alors je sais plus, le film fait 2 heures, quelque chose comme ça. Un peu moins, mais ouais. Pendant tout le temps du long métrage, chacun va camper sur ses positions. Ce qui va donner des situations totalement invraisemblables en termes de jusqu'au boutisme, puisque genre, on va parler de doigts coupés, on va parler d'un drame animalier lié aux doigts coupés. Faut le voir sur le papier, ça doit pas faire rêver, hein, mais ça fonctionne vachement bien dans le film. Oui. Le personnage, bon, je sais que tu voulais y venir, mais le personnage de la sœur de Colin Farrell, que je trouve absolument fabuleux, joué à la perfection. De toute façon, le film est joué à la perfection. Oui. Mais il y a, moi j'aime bien, oui, ce côté, le pitch est improbable. Bah, dites-vous, les gars, pendant 2 heures, ça va être que ça. On va pas se départir de ce truc-là. On pourrait se dire, il y a des films comme ça qui proposent des points de départ un peu loufoques, et puis qui vont dévier, on va repartir sur un truc soit plus rationnel, soit plus, comment dirais-je, plus palpable, plus quotidien. Non, là, on est sur ce délire de deux mecs. Il y en a des deux qui veut plus être pote avec l'autre. Et là, pour le coup, je vois bien le lien que vous pouvez établir avec le cinéma des Coen. Mais oui, c'est ça. Mais oui, ils vont que vous me le racontez. Ils savent que c'est invraisemblable, ils savent que c'est une connerie, ils savent, enfin, on pourrait citer Fargo, on pourrait dire. Mais voilà, non, ils ont un truc dans la tête, et puis, bah, ils en démordent pas. Ce sont des personnages entiers, je suis con, c'est pas grave. Je serais con jusqu'au bout. Ouais, mais tu connais toujours une personne qui est comme ça, en toute façon. Mais voilà. Et c'est, moi j'aime bien cet aspect-là. J'aime bien cet aspect-là du film. Et tout ça dans un cadre idyllique. Parce que c'est quand même des scènes, enfin, c'est des situations qu'on n'aurait pas envie de vivre, mais toujours dans un cadre idyllique. Parce que moi, personnellement, oui, ça me le ferait bien. Moi, je suis une petite maison, là, sur la petite île, là, je serais pour, moi. Alors, je suis assez d'accord avec toi, dans le concept. Après, le film le rend la chose quand même assez mystérieuse. Il y a quand même une aura de mystère qui se dégage. Pour pas dire même anxiogène, moi. Plus que mystérieuse. Parce que, surtout que ça baigne assez souvent dans la lumière, il y a assez peu de scènes nocturnes, il y a assez peu de, voilà. Ça, c'est crado aussi, hein. C'est, alors, crado, pas tant que ça. Non, mais d'un point de vue personnage, notamment ramené par le flic, la nana un peu sorcière. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais Banshees, du coup, c'est une créature mythologique irlandaise. C'est ça. On peut dire un peu que c'est une espèce de sorcière. C'est pas vraiment ça, mais j'ai plus les détails. Mais c'est un peu ce qu'on pourrait dire une sorcière et donc un peu comme le personnage de l'espèce de vieille folle là qui parfois arrive à. Ça a à voir apparemment de ce que j'ai pu lire parce que j'ai pas vu le film, mais bon, j'ai essayé de me renseigner un peu. On a un petit raté dans la. Oui, le raté technique, c'est pas qu'il ne voulait pas le voir. Voilà. Bertrand est quelqu'un de consciencieux, mais voilà, il y a eu un souci. Mais ça a à voir la Banshee avec autant la pleureuse de deuil. Avec une espèce d'oracle, de prophétesse, quelque chose qui pourrait se rapprocher aussi des, comment est-ce que ça s'appelait ça, pas les ghouls, écoute, le temps que tu cherches, je pourrais continuer sur un petit point que j'avais noté, par exemple le rapport à la guerre, que je trouve hyper intéressant dans le film, puisque on a en toile de fond une guerre civile en Irlande. Alors je n'ai pas été me renseigner, j'avoue, j'aurais peut-être dû. J'ai pas été me renseigner sur les détails de cette guerre civile au moment de l'histoire, au moment des faits, en 1923. Mais donc, on a cette espèce de toile de fond, puisqu'on entend même des combats qui se passent de l'autre côté de la mer, sur le continent, qui est vraiment juste de l'autre côté. Il le voit depuis les falaises, on voit le continent. Donc on entend des scènes de combat. Et au final, il y a une espèce de parallèle, puisqu'au final, c'est un peu la guerre sur l'île aussi, entre les deux personnages. Et donc, il y a un traitement intéressant, je trouve, de cette idée que la guerre, en fait, il y a un peu un côté chacun chez soi. C'est-à-dire que ils s'en foutent du problème. À un moment, même dans le film, ils disent qu'ils savent plus quelle partie a pris le truc, si c'est encore les anciens révolutionnaires qui ont pris le dessus et que du coup c'est une nouvelle révolution, ou si c'est encore l'ancienne révolution qui est toujours là. Ils savent plus pour qui c'est, je sais plus quel personnage dit que s'il allait sur le continent, il irait globalement avec les, ouais, voilà, c'est le flic. Parce qu'il parle justement qu'il va, oui, c'est ça, pour tuer des gens, et il va pour assister à des exécutions, voilà. Et il dit qu'il sait plus si c'est genre les anciens qui sont au gouvernement ou si c'est l'IRA ou si c'est les nouveaux. Bref, il sait plus qui c'est, il s'en fout si c'est pas les uns, c'est les autres qui verra tuer. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il bute des gens. Voilà. Il y a, déjà ce personnage est horrible. Oui, voilà. Mais son fils, bref, il y a plein de choses horribles avec ce personnage, mais je trouve le traitement intéressant de ce côté où l'île est vraiment isolée. On a vraiment ce truc où genre c'est
Les succubes. Voilà, bien sûr. Voilà, un cube, succube. C'est pour ça que je voyais qu'il y avait un... Ah. Ok. C'est tellement un cube. Voilà, donc oui, la figure de la Banshee, c'est quelque chose qui se situe un petit peu à la frontière de ces divers personnages mythologiques en fait. D'accord. Si j'ai bien compris. Ok. Ouais, non, Mais le but principal, c'est qu'elles expriment, je pense, les phases de deuil. Il doit y avoir une espèce de complainte. ça fait écho avec le film, ça me Oui, semble voilà, tout à fait cohérent. ça, ouais. Et le côté oracle aussi dont tu parles, parce que du coup dans le film il y a une vieille dame vraiment qui ressemble vraiment à une vieille sorcière, elle a vraiment toute cette espèce de cape là, elle est toute recroquevillée et elle parle très peu et au tout début du film elle ressemble vraiment juste à une vieille. D'ailleurs il y a des blagues qui sont faites avec elle et tout qui sont un peu marrantes où ils disent qu'il l'esquive et elle le prend mal et tout, enfin voilà. Il se cache derrière le mur. Ouais, il se cache derrière le mur. Mais vers la fin du film, il y a deux, trois moments où elle apparaît et où elle dit 2-3 petites phrases. Et côté un peu oracle, elle va prédire des trucs qui vont plus ou moins se passer. Voilà, donc ça amène encore plus ce côté mystérieux. Mais voilà, j'avais noté, oui, donc pour revenir sur le côté guerre, voilà, cette espèce de guerre civile qu'il y a du coup des deux côtés. Et au final, la guerre civile qui touche les personnages qu'on suit est plus importante, alors qu'au final c'est juste deux gars qui ont juste plus envie de se parler. Enfin, il y en a un qui a plus envie de lui parler, quoi. Alors que de l'autre côté, il y a des vies en jeu. C'est une révolution d'un pays. Et pourtant, eux, ils en ont rien à foutre. Ce qui est important pour eux, c'est de comprendre pourquoi Cole ne veut plus parler à Padraic. C'est ça. Et ils sont prêts à faire des choses importantes, à aller loin. Ils ont vraiment pour comprendre. Et ils en démordent pas, comme tu disais. Et je trouve ça hyper intéressant sur la nature humaine, ce traitement de ce qui, au final, est important. Et au final, quand le film sur des choses, et même au final sur le film, on se rend compte que ils avaient l'air heureux, sachant que c'est un détail que j'aime bien dans le film, c'est qu'on ne voit pas leur vie d'avant, parce que le film commence littéralement sur la séquence où Padraic apprend que Cole ne veut plus lui parler, donc on les a jamais vus heureux avant. D'accord. Dans leur vie de voilà, on les voit juste dans leur nouvelle configuration de vie, voilà. Et donc on sait pas trop à quoi ça ressemblait avant, mais on sent à la fin du film que l'un comme l'autre avait presque envie que quelque chose se passe, parce que ils se font chier. Il y a un truc sur le film qui parle aussi de l'ennui, sans que le film soit ennuyant. C'est pas une façon, entre nous on a déjà aussi beaucoup parlé de Coppola Sofia Coppola, qui parle énormément de l'ennui dans son cinéma, mais de manière... Sauf qu'on s'y emmerde effectivement, alors que là... Pas d'accord. Même si Scarlett Johansson, c'est chiant. Ouais, voilà, j'aurais pas dû vous lancer là-dessus. Non, Bref, là tu as fait une erreur. Enfin, surtout lui, parce que bon, moi je suis un peu plus modéré que lui quand même. Non mais voilà, juste pour dire que voilà, il traite l'ennui, mais pas du tout de manière ennuyante. Là, grâce au dialogue, grâce aux choses. Mais en vrai, les Coen font un peu ça aussi, parler de quotidien parfois dans certains de leurs films. Partir dans des délires, des dialogues qui servent à rien, ou même dans un monument comme No Country for Old Men, où il y a déjà pas beaucoup de dialogue, il y a des moments de dialogue qui servent à rien. Tommy Lee Jones. Par exemple, voilà, non, mais voilà, c'est donc, bref. Ouais, voilà. Bon, du coup, point suivant, j'avais noté quand même les acteurs. Un petit point sur les acteurs, l'acting, j'ai fait aussi le lien avec le dialogue, même si là j'ai pas spécialement le nom de dialoguiste ou quoi que ce soit, même si, c'est tout simplement, Non, il n'y a pas de VF. La VF n'existe pas, c'est que du VOST sur le Blu-ray qui a été édité. Ouais. Alors, je crois qu'il y a une VF. Il y a une VF. Je suis quasiment sûr qu'il y a une VF. Oui, c'est rigolo qu'elle soit pas sur le... Effectivement, sur le Blu-ray, il n'y a pas. On a le Blu-ray sous les yeux. Je crois bien qu'il y a une VF, en tout cas. Mais peut-être pas sur le Blu-ray, hein. Enfin, du coup, pas sur le Blu-ray, c'est sûr. Peut-être une VF. Peut-être une version québécoise, c'est possible. Je ne l'ai même pas essayé. J'ai regardé le film 2 fois en 1 an et demi, et je l'ai même pas essayé. J'ai regardé vraiment que la VO, parce qu'en plus, là, on est clairement, moi qui suis pas du tout je suis un gros défenseur de la VF, je regarde beaucoup de films en VF. Là, Drive, je l'ai revu en VF, par exemple, pour l'occasion. J'ai revu Drive en VF, même si au final, en le revoyant hier, ça n'a rien à voir, parce que c'est un film qu'on a traité dans l'émission précédente, mais Drive, je trouve que la VF est pas folle. Je la trouve pas incroyable, voilà. Quand le film s'est fini, j'aurais préféré le revoir en VO. Mais bref. Reine Narcisse Noir en VO. J'ai vu le VO en VO la première fois, donc je l'ai revu en VO là. Donc, voilà, VO pour Narcisse Noir. Garde à vue, il y a pas de... pour toute la série de films, y compris Garde à vue, ce qui était pas dur. Voilà. C'est moins compliqué, du coup. Voilà. Oui, c'est vrai, hein. Et là, le côté irlandais, le côté, l'accent, tout ça, vraiment, la VO me paraissait vraiment indispensable. Et c'est vraiment un plaisir, hein, le plaisir d'entendre les personnages parler et même de les voir jouer, quoi. Ils sont tous
impeccable. Il y a un truc de naturel qui fonctionne extrêmement bien. Colin Farrell en espèce de simplet, mais pas simplet, parce qu'il y a un personnage qui joue en espèce je dirais de simplet qui... Le jeune, là. Ouais, le jeune, qui joue par Barry Keoghan. Il est pas net. Alors... Il est pas net, Baptiste. Ah, il est pas fini, quoi. Quel enfer. Oui. Oui, ouais, clairement, alors je suis pas un connaisseur, mais il y a quelque chose sur le trouble autistique qui se passe chez ce personnage, même si au final c'est pas du tout le personnage le moins intéressant du film. Ah non. En termes de sagacité, il a pas mal de fois des réflexions qui sont hyper intéressantes et qui sont même plus sages que d'autres, parce qu'il a pas de filtre en fait. Ouais, puis il a une vision du monde qui est différente d'eux, qui voit pas le problème de la même manière et il comprend, et du coup il dit des choses qui sont hyper pertinentes assez souvent. Une réflexion d'enfant en fait. Ouais, un peu, ouais. Ça dépend des moments, mais un peu de ça, effectivement. Mais du coup, Farrell, lui, joue un personnage qui est plus un simplet, dans le sens où c'est quelqu'un qui a... Ouais, il a pas un grand intellect, une grande curiosité pour l'art, pour des choses comme ça. Il est vraiment... C'est un bon gars. Bah, d'ailleurs, dans le film, à un moment, ils en parlent. Ils disent qu'il y a deux types de gens. Il y a ceux qui réfléchissent, et il y a les bons gars. Voilà. Colin Farrell, c'est un bon gars. Donc Padre, qui s'appelle le personnage. Et Colm, lui, c'est un penseur. C'est justement, et c'est là qu'il y avait la dichotomie du. Il réfléchit mais trop, du coup, et c'est compliqué. Voilà. Ouais, voilà. Et donc, il y a d'ailleurs tout ce traitement que je trouve vraiment hyper intéressant sur le fait que le personnage a peur de mourir sans qu'on se souvienne de lui. Et de l'autre côté, t'as Padre qui est là, genre, ce qui est important, c'est les gens autour de nous. Genre, quand je vais mourir, il y a ma sœur qui va se souvenir de moi, il y a vous allez se souvenir de moi. Mais dans 200 ans, est-ce qu'on se souviendra encore de moi? Donc c'est pour ça que Colm est passionné et passe sa vie à vouloir écrire de la musique pour rester dans l'histoire de la musique. Et je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion, surtout en tant qu'artiste amateur, quoi. Ça me parle un peu, je pense. Je sais pas si ça parle à tout le monde autour de la table. Moi, personnellement, ça me parle pas mal, quoi, ce rapport de conflit qu'il y a entre les deux. Extrêmement bien joué par l'un comme par l'autre. Voilà. C'est des acteurs que je trouve vraiment très bons. J'ai jamais eu de problème avec Colin Farrell. Je sais que c'est un acteur qui peut parfois. Je suis pas fou de Farrell, mais j'avoue que les derniers films dans lesquels je l'ai vu, en piquant un peu à droite à gauche, bon là c'est un film récent, donc évidemment voilà on l'a vu pour l'émission. Mais j'avoue que dernièrement il m'a plutôt surpris en bien. Ouais. Je continue à pas être fou de l'acteur. Mais il est quand même mais vraiment je trouve qu'il évolue même si j'ai pas forcément une liste comme ça dans ma tête de plein de films, mais j'adore Bon baiser de Bruges, mais je le trouve moins fort. Il y a un truc de jeune, il est meilleur dans les Banshees, c'est sûr. Là il y a un truc de justesse, en plus il est presque grimé parce que c'est plutôt un beau gosse, quoi, Colin Farrell, même en étant vieux, c'est plutôt un gars qui a toujours eu un espèce d'aura qui est un peu charismatique et tout, et là dans Banshees, mais pas du tout, il a pris un peu de poids, il a un peu replay, il a un peu il paraît vraiment un gars normal. Alors c'est le bon gars. Ouais, c'est le bon gars, c'est vraiment comme ça, a good lad, là, comme ils disent dans le film, et sinon pour les rôles, évidemment, on parle indispensable. De Kerry Condon, du coup, qu'on a déjà vu dans le film précédent du réalisateur. J'ai noté qu'elle était dedans Three Billboards. Elle a joué un rôle dans Better Call Saul, je m'en souviens plus parce que j'ai pas tout vu de Better Call Saul, mais surtout elle a un des rôles principaux féminins de la série Rome, et il faut voir Rome, voilà, ça permet de le placer. C'était bien. Voyez Rome, c'était il y a super longtemps, et c'était une super série. C'est pas une série qui s'est arrêtée, ça? Alors oui et non. Oui, il y a eu deux saisons. En fait, il y a que 2 saisons, et pendant la production de la deuxième saison, il y a eu des problèmes, c'était la période de la... Alors, peut-être quelques pincettes parce que je me trompe peut-être, je préfère pas trop m'avancer si je dis des conneries, mais de mémoire, il y a à la fois le problème la grève des scénaristes de 2008, parce que la série date de 2007, 2008, 2009, dans ces eaux-là, oui, c'est ça. Donc il y a le problème de la grève des scénaristes qui avait foutu la merde, et en plus de ça, il y avait eu le tournage qui était fait donc à Rome, dans les studios qui sont près de Rome, où d'ailleurs avait été tournée la saison romaine de Astier de Kaamelott, qui avait brûlé pendant le tournage. Du coup ils ont dû refaire une partie avec beaucoup moins de budget. C'était la merde. Du coup la série a été annulée au final, mais elle a pas été annulée, elle a été annulée en cours de production, ce qui fait qu'ils ont pu avoir une fin.
La fin est un peu... Oui, il y a une fin, oui. De mémoire, je l'ai vu une seule fois la série il y a longtemps, j'avais adoré. Mais une vraie fin. Il y a deux personnages principaux, hommes, on connaît le sort des deux, on arrive à une conclusion. Il y a une conclusion qui de mémoire on arrive à quelque chose de satisfaisant. Ouais. De mémoire, elle est un peu rushée parce qu'ils ont été obligés, mais sinon, ce qu'on voit est vraiment excellent. Les deux, c'est très bien. C'est un peu l'ancêtre de Game of Thrones. Il Voilà. y a 8-10 épisodes à chaque fois. Il y a pas le côté fantastique, mais il y a le côté, politique, un peu cru. Alors, assez documenté en plus, historiquement. Enfin, c'est pas. C'était joli. Vraiment, un côté un peu irrévérencieux dans les dialogues, dans le sexe, même si c'est pas beaucoup de cul, mais il y a un peu, voilà. Oui, on a un peu quand même. En vrai, c'est Game of Thrones n'avait pas inventé le concept. Non, bah de toute façon c'est HBO aussi. Hein. Oui, c'est HBO aussi. C'était dans les mêmes années que la formidable série Deadwood aussi. Voilà. On en aura cité des trucs bien aujourd'hui. Série Deadwood. On digresse, oui. Deadwood, le western, 3 saisons. Pardon, pareil. Et là, par contre, j'avais dit apostrophe Ed Wood, le réalisateur, et j'étais là, une série sur Deadwood, la ville, là. Oui, voilà, mais là, effectivement, on s'éloigne de ton film. Oui, bah, pardon, mais du coup, Kerry Condon, l'actrice. Voilà, qui est certainement pas. Formidable, vraiment, dans le film. Ça, effectivement. J'ai adoré. Rôle, le plus marquant, je trouve, Vraiment, elle a justesse, la scène dans le pub quand elle l'engueule, Colm, là, est incroyable. D'ailleurs, elle répond, c'est la suite de la scène où Patrick déjà engueule. Bref, c'est un film qui marque beaucoup par quand il est bourré, là. C'est un film qui marque beaucoup pour les scènes de dialogue, pour les relations, et qui, je mets rien, quoi. Voilà. C'est, donc, tout le jeu des acteurs, vraiment un des pics du film que j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Voilà. Ensuite, j'avais noté l'ambiance et la musique pour terminer. Voilà. Donc ça peut se corréler les deux. Musique du coup du le compositeur des Coen. Voilà, qui a fait quasiment tous les films de Coen. Je crois bien. J'avais regardé la liste. Et je crois à l'exception d'un. Alors je crois que c'était au Brother où c'était. J'ai bouffé son nom puisque on était sur des trucs un peu plus country machin. Ouais, mais c'est la partie du thème du film. Et il me semble, au Brother, j'ai un doute. Par contre, je crois que tous leurs autres films, en sachant qu'ils en ont tourné, je crois, 18, c'est Carter Burwell de 100% jusqu'à la balade de Buster Scruggs. Ouais, puis même au tout début, ils ont commencé avec lui, quoi. Oui, ça a toujours été Carter Burwell. Ouais, c'est vraiment un compositeur attitré des Coen. Il a fait d'autres trucs à côté. Il y a, entre autres avec Martin McDonagh, donc, mais il a fait tout le film. T-Bone Burnett. C'est ça, voilà. T-Bone Burnett. Merci Bertrand. Oui, dans le folk, oui, c'est sûr que ça marche super bien. Voilà. Bah là, en l'occurrence, pour ce film, il a fait une musique qui rentre vraiment très bien avec l'ambiance, quelque chose de très doux, un peu mystérieux. Je trouve qu'il y a un côté, presque un petit côté de Danny Elfman un peu doux. Il y a beaucoup de sons un peu clairs, des petites cloches, des choses comme ça, des sons assez doux, qui donnent une ambiance un peu magique, mystérieuse à l'ambiance, qui est vraiment ouais, là encore, on est sur un film d'atmosphère. Ça aurait été la constante, je crois, de pas mal des 4 films qu'on aura traités dans ce double podcast. C'est qu'on est vraiment sur des choses très prononcées, très personnelles, dans la plupart des cas, sur l'atmosphère, l'ambiance. On en parlait aussi en off, qu'on est sur des films qui sont globalement pas tous des films joyeux. On est quand même sur des films non. Très grosse dépression, là. Le plus drôle, n'a rien de drôle dans son fond, c'était Garde à vue dans le numéro précédent. On avait commencé par celui-ci. Voilà, il était drôle par certains de ses dialogues. Oui. Le film n'est pas amusant en soi. Ouais. Sur les autres, on n'est là pour spoiler. Hein. Voilà. Mais ça va avec ça va un peu avec le thème, avec le genre. C'était logique. Ouais. C'était logique qu'on aille vers des choses comme ça, je pense. Mais ouais, voilà, cette ambiance me fascine, les décors, le fait qu'il n'y ait pas un seul animal sauvage, parce qu'on du coup il y a quelques animaux, il y a du coup les chevaux, il y a le petit âne qui vit, il y a le chien, voilà, il y a quelques animaux, mais des animaux tous dressés, et encore pas beaucoup, il y a pas un champ de vaches avec plein, il y en a 2-3 pas. Voilà, et on voit jamais un seul animal sauvage. Je me suis même fait la réflexion, est-ce qu'on voit des oiseaux dans le film? J'imagine que oui, en fond à des moments, mais j'ai pas le souvenir de plans précis sur des oiseaux. En tout cas, c'est pas montré. Donc vraiment, le film se concentre vraiment sur les humains. On dirait vraiment qu'on est dans une espèce de désert. Et je trouve ça absolument fascinant, drôle, lourd dans le thème, mais traité de manière assez joyeuse presque. Jouissive dans les dialogues, tout ça, et j'ai vraiment un grand amour pour ce film, pour l'ambiance, pour les décors, tout ça. Voilà. C'est un très bon film, effectivement.
C'est une belle sélection que nous avons eue là, moi je dis, franchement. Et ça, on n'a pas Quel trop talent. spoilé, Ouais, encore une fois, quel ce qui talent. permet à notre cher Bertrand de le découvrir à l'occasion, si Oui, tu as mais envie. alors, après, vous auriez spoilé, c'était pareil. Oui, bon, c'est qu'on n'a Oui, pas c'est vrai forcément... qu'on a réussi à pas déflorer Oui, parce que c'est grand-chose, pas là. forcément C'est bien. nécessaire Non, d'aller jusqu'au non, bout du c'est vrai. du délire d'expliquer qu'est-ce qui se passe à la fin, quoi, pour... Non, c'est vrai. Mais non, on a réussi à, donc du coup, tu vois, on t'a pas défloré le truc. Voilà. Et ben voilà. Bon, bah, tous un peu fatigués, mais tous bien Ouais, contents, là. mais ce fut dense, intense, mais satisfaisant. Puis il fait chaud Voilà. aussi. Oui, il est chaud. Prochain épisode enregistré mois de milieu juillet, on devrait avoir chaud aussi. Voilà, certainement. Et puis comme on peut pas le faire au milieu de la nature, parce que les animaux c'est bien, mais ça fait du bruit. Oui, les insectes, tout et ça. même pas que, même rien que le vent, on en parlait Rien tout que à ça, l'heure, ouais, rien que le ouais, vent, ça rien fait que du ça. bruit, surtout avec les micros. Voilà. Donc voilà, bah nous on va vous laisser. Voilà. Et puis on vous dit de toute façon à très bientôt pour une prochaine série. Alors probablement un découpage similaire, mais enfin ça on Ouais, s'adapte à chaque fois, mais on essaie de trouver un peu le format et on est peut-être en train effectivement de caler ça. Ça semble pas mal. Petit mal. épisode d'une heure et demie Ouais. avec 2 films à chaque fois, on reste dans l'ambiance. Ça en 2 fois. Non, c'est pas mal. On Ça fait nous quelque sort. chose de bien. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, bonne journée à tous les gars, même si on Ouais, va pareil. Bonne journée. Bonsoir. tous ensemble. On va arroser ça et Nous, puis on enchaîne avec un petit apéral. voilà. Voilà, et Faites bien. puis bah, on vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. À très bientôt. Des bisous.